Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette webconférence. Moi, c'est Milena, je suis chargée de communication chez Jardino. Je vais vous expliquer un peu le déroulé de la soirée. En premier, c'est Marie, qui est chargée de mobilisation bénévole chez Jardino, qui va vous présenter l'association et ses actualités, notamment les journées de rencontres. Ensuite, on vous expliquera, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'application Teams, comment vous pouvez participer en posant vos questions dans le chat et aussi en direct en levant la main. On laissera la parole à Rémi Kulik, du Jardin des Merveilles, qui va nous présenter la thématique du jardin-forêt et notamment son nouveau livre qui est paru aux éditions Terre Vivante. Pour rappel, cette webconférence, c'est un événement qu'on organise régulièrement en partenariat avec Terre Vivante. Vous pouvez aussi, si vous nous suivez sur nos réseaux, donc sur Instagram et Facebook, vous pouvez notamment participer à un concours pour remporter le livre de Rémi, Le jardin-forêt en pratique. Donc pour cela, il suffit de se rendre sur les réseaux et aussi, si vous êtes abonné à notre revue La vie du jardin, vous pouvez aussi retrouver le concours et participer. Donc n'hésitez pas surtout à tenter votre chance. Je vais laisser la parole à Marie, sans plus tarder, qui va vous présenter l'association. Merci Milena. Oui, rebonjour et rebonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette webconférence avec Rémi Kulik sur les jardins-forêts. Je vais commencer comme Milena vous l'a expliqué, par vous présenter l'association. Jardino, qui est une association de jardins partagés, qui a vu le jour. Qui a vu le jour en 1942 sous le nom Jardin du Cheminot. C'était anciennement une association qui appartenait à la SNCF et qui s'est, on va le voir, ouverte à toutes et tous avec le temps. Voilà, quelques dates clés. En 1946, on avait environ 150 000 adhérents, uniquement des cheminots qui faisaient partie de la SNCF et des entreprises autour. En 2005, on a décidé d'ouvrir l'association à toutes et tous parce que le jardinage, c'est un moment convivial et c'est ce que Jardino a voulu mettre en avant. Cette convivialité s'est traduite par une ouverture au grand public au-delà du monde cheminot. En 2007, le jardin du cheminot est devenu Jardino, la contraction entre jardin et cheminot, d'où la terminaison OT, qui a permis d'élargir encore plus l'association au grand public. Aujourd'hui, Jardino, c'est un réseau qui est présent sur toute la France. On a 82 centres de jardin, qui sont répartis, comme vous pouvez le voir, dans différentes régions. On a également des jardins-écoles et des ruchers-écoles qui sont des jardins et des ruchers à destination pédagogique dans le but de former des animateurs à la réalisation de l'animation jardinage. En quelques chiffres, Jardino aujourd'hui, c'est 27 000 adhérents dans toute la France, 1700 bénévoles et 605 comités locaux. On est aujourd'hui 11 salariés, dont Milena et moi faisons partie. Euh, on propose un magazine bimestriel qui s'appelle La vie du jardin et des jardiniers, bimestriel qui sort tous les 2 mois et qui traite de différents sujets autour du jardin et du jardinage. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça représente également 82 jardins familiaux et collectifs sur plus de 80 hectares un peu partout en France et 3000 parcelles de jardin. 6 jardins-écoles et 13 ruchers-écoles. Aujourd'hui, les valeurs de Jardino, elles vont s'axer autour de 3 grands points. Le premier, ça va être l'environnement, donc de transmettre le goût de la nature
le respect de l'environnement, de la biodiversité et encourager tout le monde et bien sûr sensibiliser tout le monde à la pratique d'un jardinage éco-responsable. On a également la convivialité. Le jardinage, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des moments d'échange, de partage, souvent de retrouvailles et ça peut évoquer beaucoup de souvenirs à des personnes, que ce soit en famille, entre amis. Et donc, l'idée, c'est de partager cet esprit de camaraderie, de solidarité et d'entraide pour créer une culture du vivre ensemble. Et enfin, les actions collectives. Donc, l'objectif de Jardino, c'est de porter des initiatives pour proposer des projets pour la nature et la biodiversité, donc avec tous les membres de l'association et même des personnes extérieures qui voudraient nous rejoindre. Donc ça peut passer par des animations avec des enfants, des personnes âgées ou des tenues de stand, des trocs de plantes, voilà. Toutes les activités qui peuvent faire vivre l'association. Cette année, on a lancé des journées de rencontres et d'échanges qui nous permettent d'aller à la rencontre des bénévoles dans différentes régions de France. Donc aujourd'hui, ça représente 10 dates dans 10 villes. Il y en a déjà 3 qui ont eu lieu à Lyon, Niort et Marseille. Voilà, qui nous ont permis de faire se rencontrer des personnes, tant des bénévoles que des personnes extérieures, pour partager et échanger autour du jardinage et de projets qui pourraient être mis en place. Voilà, on a encore 7 dates qui vont arriver. Les prochaines, ce sera Narbonne le 13 mai, Bordeaux le 22 mai et Rennes le 17 mai. Et ensuite, les suivantes seront en juin. Donc, si vous habitez au programme, donc c'est des temps d'information, des ateliers, des échanges. Vraiment, le but, c'est de faire des moments conviviaux. On déjeune ensemble et on passe du temps tous ensemble à échanger. Donc, sur des ateliers et des formations, donc sur des moments un peu plus techniques, et puis sur des moments plus informels où on peut voilà, se donner des bonnes pratiques, réfléchir ensemble à l'avenir de l'association. Dans la plupart des villes, on organise aussi la visite d'un centre de jardin, puisque les journées ont lieu directement dans les jardins. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir un moment convivial qui permet à toutes et tous de partager ses envies et ses aspirations. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre sur une des journées, que vous êtes pas loin, vous êtes évidemment la bienvenue. C'est des journées qui sont gratuites et ouvertes à tous, à toutes et tous, pardon. Et donc là, vous avez un petit QR code pour aller accéder au lien d'inscription. Et sinon, vous avez toutes les informations sur le site de Jardino et sur nos réseaux sociaux. Et j'en ai fini pour la présentation de Jardino. Et donc, je vais laisser la parole à Rémi Kulik qui va pouvoir nous parler du jardin forêt en pratique. Donc voilà, de la webconférence organisée par Jardino et Terre Vivante. Ben, merci beaucoup. Du coup, vous m'entendez, vous me voyez bien? Parce que moi, je me vois pas du tout, je m'entends pas du tout. Alors, Je sais pas où je suis on affiché. t'entend, mais on ne te voit pas. Ok. Pourtant, ma caméra est allumée. Oui, du coup, ça vient pas de mon côté, donc c'est peut-être toi qui peux activer la caméra en haut à droite. Elle est activée. Ah, Je d'accord. pense que c'est une Euh, question d'autorisation. Il faudrait que tu ailles dans les réglages de ton ordinateur, dans Caméra. Et tu dois avoir l'application Microsoft Teams et activer, autoriser en fait Teams à utiliser ta caméra. Je ne sais pas si j'ai Euh, été très claire. ok. Ouais, ouais, ouais. Ok, parfait. Et en attendant, je vais en profiter pour vous expliquer sur Teams. Ah, parfait, on te voit Rémi. c'est bon, ouais. Et C'est bon. Hop, je vous montre ça. Est-ce que vous voyez bien Teams à l'écran? Parce que pour vous donner une idée, vous avez à côté des petits items de conversation, de questions et des participants.
un petit icône qui s'appelle lever la main. Donc, si vous avez des questions à tout moment de la webconférence, n'hésitez pas à cliquer sur lever la main pour qu'on puisse activer votre micro et vous permettre de poser les questions. Voilà, désolée, j'avais oublié ce petit détail et cette fois-ci, Rémi, je te laisse la main. Du coup, je sais pas, est-ce que c'est moi qui partage mon écran pour mettre le PowerPoint ou Milena, est-ce que tu veux le faire, hein, histoire que je vois Alors, tout sur le chat, que je vois s'il y a des gens qui lèvent la main? comme tu préfères. Ouais, Je peux le faire sinon, mais si tu préfères, comme tu connais ta présentation, c'est peut-être mieux que ce soit toi qui partage et ouais, je vais allez, épingler ton écran pour que tout le monde puisse bien voir, ton écran en grand. ok. Euh, Alors, du coup, je sais pas, est-ce que, ouais, vous le voyez là? Oui, du coup, Oui, ça Ouais, fonctionne. ok, bon, mais c'est génial. Et ok, ça marche. Donc du coup, s'il y a des questions, des mains levées, moi je vais pas forcément les voir, à moins que je les vois apparaître dans le... Il y a un encart quand même de Teams en bas à droite de mon écran là, donc je sais pas trop ce que je Heu, vais voir. Du Pas coup, de souci, Milena, je te sinon, fais confiance, je s'il y a des questions, tu me coupes? je pourrais te couper, oui, et te Ouais. poser les questions en direct. Donc n'hésitez pas à interagir dans le chat. OK. Donc là, moi, l'idée, ça va être que je vous fasse déjà une présentation un peu rapide de globalement qu'est-ce que c'est le jardin-forêt. Et après, on va aller un peu plus dans le détail sur comment on l'aménage, comment on fait en sorte qu'il soit productif, comment on fait en sorte d'être bien organisé pour être efficace. J'ai à peine 1 heure pour faire la présentation et après il y aura un petit temps de questions-réponses sur bah, les sujets qui vous intéresseront là-dessus. Mais du coup, ça risque d'être assez rapide. Donc, n'hésitez pas à me couper si à un moment vous êtes perdu, si vous ne comprenez pas quelque chose. Et puis, si ça va trop vite et que vous avez besoin que j'aille un peu plus tranquille sur certains sujets, voilà, n'hésitez surtout pas à me couper. Allez, et puis je vais démarrer. Donc, déjà, on va voir qu'est-ce que c'est un jardin-forêt, à savoir que c'est un concept assez récent quand même, on va dire, et ce qui peut prendre beaucoup de formes différentes. Les choses qui vont se retrouver, c'est que, en gros, on va quand même concevoir un jardin. C'est quelque chose qui va être créé de la main par un humain, mais qui va se calquer sur quelque chose de naturel. L'idée, ça va être de reprendre un peu le fonctionnement de la nature. Dans la nature, on voit que les forêts, en tout cas la nature de manière plus générale, est stable, résiliente et productive, sans qu'on ait besoin d'aller l'arroser, d'aller l'entretenir, d'aller faire quoi que ce soit. Donc l'idée, ça va être de comprendre comment ça fonctionne dans la nature et de réutiliser ce qui fait que ça fonctionne pour en créer des écosystèmes dans lesquels on va cultiver un petit peu ce qu'on veut. Donc là, à l'écran, vous en voyez deux différents. À gauche, peut-être que vous connaissez les alvéoles. Bon, ils font pas mal de choses et puis ils sont bien à fond dans tout ce qui est jardin-forêt. Donc au niveau de la surface, c'est quand même assez grand. Celui qu'on voit à droite est un peu plus petit, il fait 7000 m² et c'est le que j'ai créé qui a une quinzaine d'années. Donc voilà, au niveau de la surface, ça peut aller sur le plus que je connaisse, il fait 75 m² et les plus grands que je connaisse, ils sont beaucoup, beaucoup plus grands. Le plus grand d'ailleurs qu'on connaît sur la planète, il me semble que c'est l'Amazonie. Il y a certaines parties de l'Amazonie on s'est aperçu récemment que ça avait été planté par des humains il y a très très longtemps et que c'est pas une forêt si sauvage que ça. Mais bon, bref, on va pas aller là-dessus. Donc, comment ça fonctionne un jardin-forêt? Faut pas se, Faut pas penser que c'est juste une forêt. Faut pas s'arrêter juste au mot forêt. Il y a quand même un côté jardin et il faut surtout voir ça comme une espèce de patchwork de différents types d'écosystèmes. Donc, ce qu'on voit à l'image là, c'est qu'il va y avoir d'un côté des zones fermées avec quelque chose qui ressemble à de la forêt, de l'autre côté des zones complètement ouvertes euh, qui peuvent ressembler à des prairies, mais on va voir que ça peut être très divers aussi. Et puis entre les deux, des zones d'interaction entre ces deux écosystèmes qu'on va appeler des lisières. Et dans tous ces différents écosystèmes, on va retrouver différentes productions. Dans la forêt, par exemple, on va retrouver des fruits à coque. Dans la prairie, on va avoir tout ce qui est graminées, tout ce qui est légumes, enfin une partie de ce qui est légumes. Et dans les lisières, on va avoir plutôt ce qui est fruits et puis une grosse partie encore de ce qui est légumes aussi. Donc voilà, faut vraiment voir ça comme différents écosystèmes qui sont en interaction. L'interaction est vraiment très importante pour que l'écosystème soit complet
et équilibré et résilient. Mais il va falloir aussi des parties un peu plus fermées, des parties forêts et des parties un peu plus ouvertes. Au niveau des productions, donc, est-ce que je m'étale là-dessus? Peut-être qu'on verra tout à l'heure sur les productions qu'on peut y faire. On va déjà s'étaler sur des questions un peu d'ordre plus général. Au niveau de la surface, je vous disais, là, c'est une photo du plus petit jardin-forêt que j'ai visité moi, qui fait 75 mètres carrés. C'est un gars qui fait ça en Belgique. Donc c'est tout petit, il a une petite serre, il a quelques arbres, le jardin est complètement entouré de haies, et puis dedans il y a quand même une zone très ouverte où il fait des légumes, il fait beaucoup de choses différentes, c'est très imbriqué, beaucoup de choses entrelacées, c'est un peu le bordel pour pour certains regards, mais voilà, beaucoup de choses qui sont produites là-dedans. Un jardin un peu plus grand, vous avez peut-être entendu parler du jardin des fraternités ouvrières, lui il est en Belgique, il est sur 2000 mètres carrés, donc c'est déjà un petit peu plus grand et la première fois que je suis allé visiter ce jardin, 2000 mètres carrés, c'est pas si grand que ça en vrai. Mais on s'y perd. Enfin, moi, personnellement, je m'y suis perdu la première fois que je m'y suis baladé. C'est très très dense au niveau végétation, plein de productions différentes là aussi. Et un autre jardin qui est en France, lui aussi, et qui fait, alors lui, je sais plus la surface exacte, mais c'est plusieurs hectares en tout. On voit en haut à droite, il y a la maison, il y a un hangar, il y a une serre. Donc voilà, ça permet d'avoir une idée de la surface totale. Ça, c'est la forêt gourmande. Rémi, je Pardon, te coupe, vas-y, on ouais. a une question de Vanessa à ce sujet. Pour une famille de 4, quelle superficie tu recommandes? Alors, j'ai déjà la réponse, je sais pas si vous voyez mon t-shirt, j'ai déjà la réponse prévue pour pas mal de questions. Dépend. Hum, Ça dépend vraiment qu'est-ce que tu veux produire, hein. Est-ce que tu veux être en autonomie totale? Est-ce que pour une famille de 4, est-ce que tu veux qu'il y ait une activité commerciale en plus sur le terrain ou pas? Est-ce que tu veux avoir de la production, production animale, production végétale? Est-ce que tu veux aussi avoir un endroit où pour avoir d'autres types d'activités? Enfin, on peut y faire plein de choses sur ces genres d'espaces-là. Donc là, en ce moment, enfin en vrai, j'ai pas de réponse précise. Là, en ce moment, je suis en train de refaire un jardin-forêt avec en plus une pépinière sur une surface. Alors, notre terrain fait 6000 m² en tout. La pépinière est pour l'instant sur entre 3 et 400 mètres carrés, avec un potager à côté qui doit faire peut-être entre 200 et 300 mètres carrés. Donc sur moins de 700 mètres carrés, on a un potager sur lequel on n'est pas complètement autonome sur les légumes, mais sur lequel on va quand même produire pas mal de notre alimentation. Et en plus, à côté de ça, une activité commerciale sur 600-700 mètres carrés. Donc, vraiment, selon ce que tu veux faire. Si tu veux une activité commerciale, encore une fois, selon ce que tu veux produire, il faudra différentes surfaces. Mais c'est très compliqué de répondre à cette question. Moi, je dirais que à partir de 100 mètres carrés, une famille de 4 peut déjà bien s'amuser. Après, si tu veux être autonome et en plus avoir une activité commerciale, allez, moi je dirais que un hectare, on est bien. Un hectare, on est large. Donc voilà, donc là, on est sur la forêt gourmande où lui, là, ouais, il est sur plusieurs hectares, hein. Il y a activité commerciale, activité pédagogique, il fait de la formation, il produit pas mal de choses à manger, j'allais dire légumes, mais là, pas forcément de légumes sur cette surface-là. Mais Et bon, donc, là, c'est très très grand. ça se trouve en Bourgogne, c'est ça, la forêt gourmande? Ouais, c'est ça, Oui. en Bourgogne, ouais. La forêt gourmande, Fabrice Desjours, donc pour ceux qui s'intéressent au jardin forêt, normalement hop là, vous devez quand même le connaître, il a écrit un super bouquin là-dessus, un deuxième, je crois, qui vient de sortir. Voilà, donc pour moi, c'est en France, c'est le jardin forêt le plus abouti que j'ai visité. Je suis allé en voir quelques-uns quand j'ai écrit mon premier livre, et celui-là est vraiment très 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 abouti. Et pourtant, il a moins d'une vingtaine d'années quand même, je dirais. Mais bon, il a travaillé à planter des arbres vraiment dès le début, quoi. Heu, Au niveau de ce que ça peut produire, hein, alors des végétaux déjà, beaucoup de légumes, dans les lisières, beaucoup de fruits, tout ce qui est arbres, dans les arbres, on peut avoir pas mal de choses aussi. La photo qui est en bas à gauche de l'écran là, c'est une visite que je suis allé faire à la forêt gourmande. On a fait une balade dans le jardin juste avant le repas qui a dû durer, allez, une petite demi-heure et où on a ramassé donc tout ce qu'il y a sur la table là. À savoir que la visite, je l'ai faite il y a 3 ans, je crois, l'année où il y a eu une grosse, grosse sécheresse et j'ai fait la visite en plein été au pic de sécheresse. Enfin, c'était très aride dans pas mal d'endroits. Bah, sur ce jardin-là, sans arrosage,
voilà, en une demi-heure de balade dans le jardin, on a réussi à récolter pas mal de choses à manger. Alors c'est sûr que pour les légumes, il n'y a pas beaucoup de légumes très très charnus. Si on veut faire je sais pas moi, de la courge, de la courgette, de la tomate, du poivron, des légumes vraiment gourmands en eau, il va falloir vraiment jouer sur le design de l'eau pour avoir des choses qui produisent. Mais au-delà de ça, on peut avoir une diversité de production assez énorme déjà dans les végétaux. Après, on peut avoir des animaux aussi. On voit en haut, il y a une vache, on peut avoir des arbres fourragers qui vont nourrir des animaux. On peut avoir des abeilles, hein. On peut avoir une basse-cour avec des poules, des canards, des oies. Alors, si vous voulez avoir des canards et des oies, il va falloir avoir des points d'eau quand même pour que les animaux soient bien. On peut cultiver des champignons aussi. Bref, voilà, on peut vraiment cultiver tout ce qu'on veut. J'aime bien aussi présenter le jardin-forêt, et souvent dans le début de ma présentation, je parle des différentes appellations. Forêt fruitière, forêt gourmande, forêt comestible. Tout ça, c'est des appellations qui, qui reflète une partie de ce qu'on peut produire. Là, on parle vraiment d'alimentation. Moi, je préfère jardin-forêt parce que c'est plus global et ça inclut l'alimentaire, hein, forêt comestible, forêt gourmande, voilà, forêt nourricière. Il y a pas mal de choses qui parlent d'alimentation, mais on peut aussi donc faire de l'alimentation pour les animaux, faire du fourrager. On peut aussi faire des plantes médicinales. On peut aussi produire du bois, donc ça peut être du bois d'œuvre, ça peut être pour faire du bois de chauffage, ça peut être de l'osier pour faire des paniers. Tout ce qui est végétaux, animaux, champignons, on peut vraiment produire tout ce qui existe et on peut, selon vraiment ce qu'on veut produire, on peut vraiment tout faire. Alors, voilà pour le global. Maintenant, on va parler quand même un peu plus alimentaire et on va voir la strate qui va être la plus productive. Avant de voir quelle est la strate la plus productive, on va voir déjà c'est quoi les strates. Je vous disais tout à l'heure que c'est bien qu'il y ait des parties fermées et des parties plus ouvertes, donc d'un côté de la prairie, d'un côté de la forêt, et entre les deux de la lisière. Et les strates, justement, ça va être ces différents types d'écosystèmes. On va partir de la plus haute, on va voir la strate arborée, donc ça sera les plantes les plus hautes, qui peuvent avoir différentes hauteurs hein, selon le type de jardin-forêt. Dans des très grands jardins-forêt, la strate la plus haute, elle peut atteindre 15, 20, 30 mètres de haut. Dans des petits jardins, on peut avoir une strate haute qui va être un peu plus basse. En dessous, on va avoir la strate arbustive. Là-dedans, on va avoir beaucoup de fruitiers, de fruits charnus, les pommes, les poires, les pêches, etc. La strate buissonnante, ça va être plus ce qui est petits fruits. On peut avoir du cassis, de la groseille, de la casseille, du goji, de la mûre, on peut avoir pas mal de choses. La strate herbacée, ça peut être des plantes qui peuvent être aussi hautes que la strate buissonnante, mais qui ne font pas de bois. Quand on dit herbacée, c'est vraiment des plantes qui ne font pas de bois. On peut avoir tout ce qui est cardon, artichaut, rhubarbe, on va avoir pas mal de choses qui peuvent être assez hautes quand même, hein. Un cardon, un artichaut, ça peut faire plus de 2 mètres de haut, mais voilà, c'est pas ligneux. Et en dessous, on va avoir la strate couvre-sol, c'est tout ce qui va jouer vraiment le rôle de couvre-sol. On ne parle pas forcément de la partie comestible là-dedans, plus du rôle qu'elle va avoir. Et ensuite, on va parler de la strate sous-sol. Et là, on parle plutôt du côté comestible. La strate sous-sol, ça va être toutes les plantes qui produisent des racines ou des tubercules qui se mangent. Et ensuite, on va avoir une autre strate qu'on appelle la strate verticale. C'est toutes les plantes qui vont pouvoir aller très haut, mais qui vont avoir besoin d'un support pour y aller. Et on a une autre strate qu'on peut rajouter encore, la strate sous canopée, ça va être les couvre-sols, mais qui jouent le rôle de couvre-sol à l'ombre, alors que les couvre-sols de base sont plutôt les plantes qui jouent le rôle de couvre-sol au soleil. Euh, alors, tout le monde n'utilise pas toutes ces différenciations et c'est pas forcément évident. Ça va être pratique quand on fait du design, quand on veut savoir où placer quel type de plante et comment s'organiser. Peut-être on y reviendra tout à l'heure sur ces histoires de strates. Là, ce que je voulais voir, c'est surtout dans toutes ces plantes-là, savoir sur quelle plante on va mettre le plus d'importance et lesquelles on va mettre le plus dans son jardin pour qu'il soit le plus productif possible. Puisque l'idée là, ça va être de voir donc quelle est la strate la plus productive. Alors, je vois pas le chat, du coup, j'aurais bien aimé que certaines personnes essaient de répondre à la question en me disant, à votre avis, c'est quoi, déjà dans toutes ces plantes qu'on voit là à l'écran, à votre avis, c'est lesquelles qui sont les plus productives? Entre les arbres, les plantes qui vont être du coup les plus grosses, les plus massives, et celles qui sont plus au niveau du sol. Bon, j'ai pas accès au chat, du coup, je sais pas du tout ce que vous répondez. Je vais aller directement. Les buissons ou les arbres, Ouais, comme ok. réponse. Alors pour l'instant, il n'y a pas de bonne réponse. Buissonnant. Ouais. Ok, alors il n'y a pas de bonne réponse. Euh, la strate la plus La productive, strate ça va être, herbacée, en fait. voilà, ça va être les herbacées, ça va être les légumes et la strate herbacée, la strate couvre-sol, voilà, tout ce qui va être au niveau du sol. Alors pour une raison assez simple en fait,
Juste demandez-vous, la strate, les arbres, les buissons, combien de fois produisent ces plantes? Parler d'un pommier, parler d'une vigne, parler de cassis, de groseille. Combien de fois par an cette strate produit, ces arbres produisent? Les pommes, ça produit une fois par an. Si ça produit, si ça ne prend pas une gelée tardive ou quelque chose qui va empêcher la production. Et puis, si on l'a réussi, on n'a que celle-là. Par contre, la strate herbacée et les légumes, sur cette zone-là, on va pouvoir enchaîner plusieurs productions. S'il y en a qui font du potager, s'il y en a qui font du maraîchage, vous savez bien que l'objectif pour être le plus productif possible, ça va être d'enchaîner, comment dire, de croiser, d'avoir plusieurs productions en même temps et d'enchaîner vraiment les productions dans l'année. Et donc sur cette strate-là, on va pouvoir avoir dans l'année plusieurs récoltes de différentes plantes sur le même espace. Donc c'est vraiment, si vous voulez avoir un jardin forêt qui soit productif en alimentaire, c'est surtout sur cette strate-là qu'il va falloir vraiment mettre le paquet. Par contre, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, je disais tout à l'heure, l'idée, ça va être de regarder qu'est-ce qui fait que ça fonctionne dans la nature sans qu'il y ait besoin d'entretien. Et ce qui fait que ça fonctionne dans la nature, c'est ce que je disais juste après, c'est le fait qu'il y ait plusieurs écosystèmes, des interactions entre plusieurs espaces, qui va faire que chaque espace va être plus résilient. J'espère que, je ne sais pas si tout le monde comprend ce mot, le terme de résilience, ça veut dire être capable de survivre à différents traumas, j'allais dire, à différentes choses qui pourraient empêcher sa production. Une gelée tardive, une tempête, une inondation, une sécheresse. Plus il y aura d'écosystèmes différents qui seront en interaction, plus votre écosystème sera capable de se rétablir après le moindre choc. Alors, donc la strate la plus productive, ça va être la strate donc herbacée, couvre-sol, dans laquelle on va faire des légumes, à condition qu'il y ait des clairières d'un côté pour qu'il y ait de la lumière qui arrive, et à condition aussi qu'il y ait des arbres de l'autre côté pour faire un peu d'ombre, limiter les vents et faire en sorte que tout ça soit plus équilibré. On va voir aussi les différentes choses qui font la productivité. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite, je ne vais pas vous laisser deviner, donc je vous donne les réponses directement. Ce qui va faire qu'un jardin est productif, alors c'est pas donné dans l'ordre, là c'est donné dans l'ordre dans lequel on va essayer de le voir là pendant la présentation. La biodiversité, c'est ça qui va vraiment faire en sorte que ce soit résilient, équilibré, qu'on ne subisse pas trop de ravageurs et de maladies. L'organisation du design, l'organisation dans l'espace des plantes, mais aussi et surtout l'organisation de la personne qui travaille sur ce jardin. La fertilité, la richesse du sol et la fertilité du sol pour que vos plantes poussent bien. Et ensuite, la rentabilisation des productions. Alors, cette dernière partie, on ne va pas la voir là pendant la présentation, mais dites-vous que c'est quand même une partie importante de la productivité. Si vous arrivez à produire beaucoup de choses, mais que vous gaspillez vos productions, vous pourriez être plus productif juste en gérant mieux vos productions. C'est souvent un souci quand on fait du jardin-forêt. Il faut savoir que la diversité des productions, c'est génial, on fait de tout. Par contre, ça demande aussi une diversité de compétences et pour savoir gérer, rentabiliser toutes les productions et rien perdre. Souvent, on se fait avoir quand on calcule le nombre de plantes qu'on va mettre en place, ne serait-ce que mettre du pommier, hein, c'est un exemple assez simple, hein, mais un pommier tout seul est capable de produire plusieurs dizaines, voire des fois grosses centaines de kilos de pommes pour un gros pommier. Si vous mettez une dizaine de pommiers sur un jardin qui fait 1 hectare, vous allez avoir des tonnes de pommes et il va falloir pouvoir les gérer derrière. Donc ce genre de truc, on se fait souvent avoir et il arrive souvent qu'on ait trop de production et qu'on ait des pertes. Bon, c'est pas forcément la fin du monde, mais en tout cas, en gérant mieux ces productions, on peut être plus productif. Alors, on va voir vite fait les 3 premières parties. Quand je parle de biodiversité et le fait que la biodiversité, alors la diapo est pas comme je l'avais faite, c'est pas grave. Ce qui va faire que la biodiversité permet d'être plus productif, ça va être la place qu'on laisse, alors j'allais dire aux insectes, mais pas que aux insectes, à tous les animaux qu'on peut avoir dans le jardin. Donc vous voyez la photo, donc la plus grosse photo sur la gauche, là, la feuille. Alors ça c'est un exemple parmi tant d'autres et je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ce qu'on voit là-dessous c'est des pucerons. La plupart des pucerons qu'on voit sont momifiés. Momifiés, on voit qu'ils sont un peu gonflés, tout marron. Quand on les voit comme ça veut dire qu'ils sont parasités par des guêpes qui sont à l'intérieur. Là, on voit aussi une larve de cirfe qui est en train de manger les pucerons qui restent vivants. Donc tout ça, pour moi, ça symbolise vraiment qu'est-ce qui va se passer si on laisse faire la nature quand on a des ravageurs qui viennent bouffer nos plantes. Là, c'est l'histoire du puceron. Si on commence à mettre des traitements contre les pucerons en se disant on n'a pas envie d'en voir, eh bien, tous les prédateurs qui viennent réguler, on ne va pas les avoir. Si on laisse faire,
C'est le genre de choses qu'on peut voir. Et quand on voit ça là sous une feuille, qu'on voit des pucerons momifiés qui commencent à se faire attaquer comme ça, on peut se dire que tous les pucerons qu'il y a ailleurs dans le jardin, ils sont en train de se faire dégommer aussi et qu'on n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit pour les réguler. Voilà, on pourrait avoir les mêmes genres d'exemples pour les limaces et pour tout un tas de ravageurs. Donc la biodiversité est capable de réguler jusqu'à un certain point et pour certains insectes. Il y a d'autres insectes aujourd'hui qui ne sont pas régulés. On a des punaises qui arrivent qui ne sont pas régulées. Qu'est-ce qu'on a? On a la pyrale du buis pour l'instant qui n'est pas encore bien régulée. Donc on a encore des déséquilibres, mais normalement en laissant bien faire la biodiversité et en lui laissant vraiment une place, on peut avoir quelque chose de productif. La photo qui est en haut à droite, c'est du mycélium, c'est des champignons, donc pensez aussi à la biodiversité qu'il y a sous le sol. C'est ça qui va faire la fertilité aussi, on va le revoir tout à l'heure. La photo en bas à droite, tous les petits fruits, enfin tous les fruits qu'on voit là, c'est aussi pour penser, quand on parle de biodiversité, on pense sauvage, mais il faut aussi mettre la diversité dans ce qu'on va cultiver. N'allez pas vers la monoculture, pensez vraiment diversité des cultures, diversité des productions pour réussir à avoir plein de choses différentes qui produisent. C'est un peu ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si on a plusieurs fruits différents, et même sur chaque fruit, si on a plusieurs variétés différentes, par exemple, si vous voulez faire encore une fois de la pomme ou de la pêche ou de n'importe quoi, ayez plusieurs variétés, des variétés qui fleurissent et qui fructifient à différents moments pour, si une année il y a une gelée tardive, eh ben, on aura certaines variétés qui ne produiront pas, d'autres qui produiront, et en faisant de cette manière, tous les ans, on aura quand même des productions qui vont arriver. Ce qui est Est-ce l'exact que, inverse des gens qui font de la monoculture. pardon. Est-ce Voilà. que, justement, si on a déjà, un verger avec des fruitiers, est-ce que c'est possible de le transformer facilement et rapidement, en jardin-forêt? Alors, ouais. Alors, facilement, je sais pas, ça dépend le niveau de compétence de la personne qui veut le faire. Quelqu'un qui achète un verger avec une seule variété de pommes et qui veut le transformer et qui a aucune compétence, ça va pas être aussi facile que quelqu'un qui fait ça depuis longtemps et qui sait faire. Mais remplacer des variétés, on va dire que s'il y a qu'une variété de pommes et remplacer des variétés, si c'est pas des arbres trop vieux, on peut les couper et greffer d'autres variétés dessus. Ça veut dire qu'on va garder la racine, on va juste changer la variété en fait. Et une racine qui est bien installée, on va faire une greffe en couronne dessus, qui va donner un arbre qui fera à peu près la même taille au bout de 4-5 ans. Donc en 4-5 ans, les arbres sont remplacés. Et ensuite, planter au pied des arbres des plantes buissonnantes et entre les lignes d'arbres faire des lignes de culture maraîchère, ça se fait en 1, 2, 3 ans, ça peut être réglé. Donc oui, ça va se faire. Souvent, ce qui va être le plus long, c'est d'apprendre en fait. Mais une fois qu'on sait faire, oui, ça va assez vite. Et je pourrais aussi, je sais pas, on verra si on a le temps tout à l'heure, mais parler de chronologie des productions et voir de quelle manière, dès le début, on peut avoir des productions. Parce que faire un jardin-forêt et en imaginant qu'on va produire des petits fruits, des fruits à coque et tout ce genre de fruits qui vont être longs à produire, ben oui, si on se base que sur ça, ça va produire au bout de, allez, 5 ans, 7 ans si on part de jeunes arbres. Mais par contre, les cultures légumières, elles, ça commence dès le début. Allez, je fais juste un petit check sur le temps que ça va mettre à produire. Les fruits, ça peut être, allez, 5 ans, 7 ans. Les petits fruits, ça va être en pleine production au bout de 3, 4 ans. Les légumes, alors d'autres fruits vont être en pleine production dès la deuxième année. Les légumes, selon la période, si on se base sur maintenant, là, si je mets en place des plants de tomates, on va avoir les premières productions dans 3 mois. D'autres légumes vont arriver en production dans 1 mois et demi. Là, si je mets des courgettes maintenant, dans 2 mois, j'ai mes courgettes. Si je fais des radis, c'est dans 3 semaines que j'ai mes premiers radis. Et si je m'y connais un petit peu en plantes sauvages, ben, dès l'instant où j'arrive sur une parcelle, quelle qu'elle soit, s'il y a des plantes sauvages qui poussent, dès le début, il y a déjà des productions qu'on peut, alors pas forcément rentabiliser pour une activité commerciale, mais en tout cas pour se nourrir sur un terrain sauvage, dès le début, il y a des choses qui se mangent. Donc et ça va être vraiment l'objectif de s'organiser pour que dès le début, il y ait des productions. Et j'ai une Jean, question, je vais y à revenir quand à je ce parlerai sujet. d'organisation là. Oui, je t'écoute. Du coup, c'est, en fait, à quel, enfin, par rapport à un jardin classique, le jardin-forêt, enfin, ça permet d'apporter, quelle quantité, quelle production, supplémentaire? Enfin, ça va être quoi la différence? Parce qu'on peut arriver aussi à jardiner, en de manière classique et à cultiver des courgettes et des tomates et avoir des bons résultats, mais qu'est-ce que le jardin-forêt, apporte, Ouais. Alors de la de nouveau? diversité de production, déjà, on va avoir
Si on fait juste un jardin classique, un jardin potager classique, on n'aura que des légumes. Si on fait juste un verger classique, on aura juste des fruits. Et si on fait un jardin forêt, on va avoir les légumes, les fruits, mais on peut aussi avoir des champignons, on peut aussi avoir des petits fruits, on peut aussi avoir... Alors, les animaux, il va falloir faire attention à comment on s'organise, mais l'idée, ça va être la diversité de production. Et autre chose qu'on va voir tout à l'heure quand je parlerai d'aménagement et d'organisation, ça va être une histoire de fertilité aussi. Si on fait juste du potager, on va être obligé d'aller... Alors, ça dépend encore une fois comment on est organisé, mais si on fait du paillage, on va être obligé de récupérer quelque part du paillage. Si on veut, pour apporter de la fertilité, apporter du compost, apporter du broyat de bois, apporter du BRF, apporter tout un tas de choses pour augmenter la fertilité, on va être obligé d'aller le chercher quelque part. Un jardin potager classique ne produit pas ces ressources-là, ne produit pas son paillage, ne produit pas son broyat. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas produites. Le jardin forêt va permettre de produire ces productions-là. La production de biomasse et la fertilité, je peux en parler juste après là. Mais pour moi, voilà, le jardin forêt va permettre d'avoir ces différentes productions vraiment sur place et va limiter le besoin d'intrants. Si on est sur un potager classique, la fertilité, le paillage, toutes ces choses qu'on a besoin de ramener, les besoins en irrigation aussi vont être plus importants que dans un jardin forêt bien conçu. Et tu recommandes quelle densité de plantation à l'hectare, notamment au niveau de la strate arborée et arbustive? Oh, alors, c'est très compliqué de répondre à ça. Ça dépend de sur quoi tu veux baser tes productions. Moi, je dirais juste pour donner une idée globale, hein, parce qu'un jardin forêt, il peut avoir plein de façons de s'organiser. On va soit s'organiser en îlots, on va avoir des îlots avec des arbres et autour des îlots, des plantes potagères, ou alors on peut être organisé en haies fruitières, en ligne, et on va se rapprocher plus de ce qu'on fait en agroforesterie. À savoir que pour moi, jardin forêt et agroforesterie, c'est le même mot, mais pas vu du même côté. Un jardinier en particulier va plutôt parler de jardin forêt, un agriculteur va plutôt parler d'agroforesterie. Et donc, pour avoir une idée de densité, en agroforesterie, on va faire des lignes d'arbres. Selon la hauteur, elles n'auront pas le même espacement, et l'espacement, il va être défini par les machines qu'on va utiliser pour le travailler. Par exemple, pour des personnes qui vont faire des lignes d'arbres et entre les lignes d'arbres cultiver des céréales, faire des graminées et cultiver des céréales, la largeur de la culture de céréales dépendra de la largeur de la moissonneuse pour qu'on ait un passage efficace et pas avoir besoin de faire des demi-passages. Voilà, et donc on peut avoir une largeur entre les lignes d'arbres qui va être de 5, 10, 15, 20, 30 mètres. Pour faire du maraîchage, eh bien, entre chaque ligne d'arbre, on peut mettre 2, 3 lignes de maraîchage. Et la largeur entre les lignes d'arbres va dépendre de la largeur des bandes de culture. Si on fait des bandes de 80 cm et que entre chaque bande de 80 cm, on va faire un passe-pied de 50 cm, ça fait 13 fois 3, ça fait 4 mètres à peu près, allez, on va dire 4-5 mètres entre les lignes d'arbres pour avoir suffisamment de lignes de maraîchage. Mais là, ça va être si on veut baser ses productions sur les cultures maraîchères. Si on veut baser ses productions plutôt sur les productions fruitières, eh ben on va faire une petite ligne de culture de plantes à biomasse ou d'aromatiques ou autre chose entre les lignes d'arbres et on va beaucoup plus resserrer ces lignes d'arbres. Donc, selon sur quoi on va baser ses productions et ses objectifs de production, on va s'organiser en fonction de donner vraiment le meilleur à notre production principale. Ça, alors là, c'est un sujet que je traitais plutôt dans le premier livre sur le jardin-forêt. Comment on va définir ces densités, comment on va définir les quantités de plantes qu'on va mettre en place? Eh bien, on va définir plusieurs types de production. Sa production principale, ses productions secondaires, et puis le reste. La production principale, c'est ce qu'on va vouloir vraiment produire en masse et on va donner vraiment les conditions idéales à ces productions. Et les productions secondaires, ça peut être quelqu'un qui va faire du fruit, il veut quand même produire un petit peu de légumes. Quelqu'un qui veut faire du légume, eh bien, on va devoir mettre des arbres, donc on va quand même faire un petit peu de fruits. Voilà, ça va être ça les productions secondaires. Et ensuite, le reste, eh bien, ça va être tout ce qui va être là pour favoriser la biodiversité, produire de la biomasse, parce qu'on va avoir besoin de produire du paillage et nourrir sa fertilité. Voilà, il va falloir qu'il y ait toutes ces productions-là. Elles vont devoir vraiment y être toutes, mais selon la production principale, toutes les autres n'auront pas la même place. Voilà, c'est vraiment difficile et c'est dommage. Enfin, je cherche depuis longtemps comment trouver la bonne réponse à cette question, mais les deux questions là que tu m'as posées, à savoir quelle surface doit faire un jardin pour une famille de 2, 3, 4 personnes et quelle densité de plantation pour chaque plante,
ben, ça dépend de tellement de choses, de tellement de contextes, de tellement d'objectifs de production différents, qu'il n'y a pas de réponse idéale à ça. Et si vous trouvez quelqu'un qui vous donne des réponses précises à ces questions, ben c'est soit qu'il veut faire croire qu'il sait, soit qu'il y a quelque chose à vendre derrière. Mais ça dépend de tellement de choses qu'on ne peut pas répondre à ces questions comme ça. Pour donner une réponse précise, il faudrait savoir sur quel contexte, sur quel type de terrain, sur quel type de climat et avec quel objectif de production, et là on pourrait avoir une réponse. Donc s'il y a des gens qui veulent savoir vraiment la surface qu'il leur faut et la densité de production, envoyez-moi un message en privé derrière et j'en essaiera de voir, mais voilà, y répondre comme ça, c'est compliqué. D'accord. Et j'ai une autre question qui est du coup la production maraîchère sur un terrain la première année n'est-elle pas contradictoire avec la permaculture qui préconise d'observer son terrain avant de penser le design? Alors c'est intéressant qu'on parle de permaculture, je crois que voilà, c'était la diapo d'après, donc c'est bien, ça me D'accord. fera. Alors c'est peut-être contradictoire avec un principe qui dit qu'il faut observer pendant un certain temps, et le principe qui dit qu'il faut observer un certain temps, lui-même est contradictoire avec l'autre principe qui dit qu'il faut le plus rapidement possible obtenir une production. Donc là, pour moi, je vais dire production maraîchère. Par définition, c'est des plantes annuelles, c'est pas des plantes vivaces, à part pour les légumes vivaces, et même les légumes vivaces peuvent être déplacés de toute façon. Mais une culture maraîchère, par définition, c'est une culture qui va pouvoir être déplacée, puisque c'est une culture annuelle. Si on arrive sur un terrain, on va prendre le cas concret de quelqu'un qui achète un terrain, qui a envie de changer de vie, parce que c'est beaucoup de gens qui ont envie de changer de vie, avoir une activité plus en contact avec la nature. On va avoir un terrain et dessus, on veut être en autonomie et pourquoi pas avoir une activité commerciale. À savoir que si vous voulez être en autonomie et que vous ne voulez pas avoir d'activité commerciale, ça sous-entend que vous allez avoir une activité, enfin un travail, un métier à côté pour gagner votre vie, puisqu'on vit quand même dans un pays dans lequel on a des charges, on a des factures à payer. Donc il faut quand même soit que notre activité soit rentable financièrement, soit avoir un travail à côté. Si vous voulez que votre activité soit rentable financièrement sur votre terrain sur lequel vous arrivez, mais que vous passez la première année à ne rien faire, à juste observer, ben, pendant cette année-là, il va falloir quand même aller acheter des légumes quelque part ou aller gagner sa vie quelque part. Donc si dès le début on commence pas à cultiver un petit peu, pour moi il y a un truc qui marchera pas. Par contre, on n'est pas obligé de commencer à planter n'importe quoi n'importe où. On peut passer une année à observer, à savoir que moi perso je suis pas d'accord avec le truc de dire on passe une année à observer à rien faire. C'est dès qu'on arrive, on observe et on n'observe pas une année. À partir du moment où on est sur son terrain, on observe non-stop. Si on est 10 ans sur un terrain, on va observer pendant 10 ans et pendant 10 ans, le design va évoluer et s'affiner. Mais on n'attend pas un an avant de planter quoi que ce soit. Dès le début, on va pouvoir faire des cultures de légumes à un endroit qui nous semble correct pour faire des légumes. Et si à la fin de l'année, on a passé un an, déjà cette première année à observer et à se dire, bah, là où je les ai fait, ça pousse pas bien, et il y a un endroit où j'ai observé, ça pousserait mieux, et ben la deuxième année, on va les faire pousser plutôt à cet endroit-là. Et puis si au bout de 3, 4, 5 ans, on s'aperçoit qu'à cet endroit-là, ben, ça correspond pas non plus, ou c'est un endroit où on va peut-être faire la maison, ou c'est un endroit où on va peut-être faire autre chose, et bien à ce moment-là, on redéplacera les zones et on finira par bien s'organiser. Le truc, c'est juste pas la première année poser des choses à un endroit et poser des choses qui ne seront pas déplaçables. Par contre, commencer à cultiver des légumes la première année, c'est tout à fait possible. Et ça fait partie de l'apprentissage. Je disais, ce qui va être le plus long, c'est d'apprendre à faire et de savoir comment on fait. Ben, si vous attendez un an avant de commencer à cultiver quelque chose, vous passez à côté de l'occasion d'apprendre à faire pousser quelque chose. Donc dès le début, on commence à cultiver, on observe et on affine le design. Et petit à petit, on voit où vont aller les choses de manière plus définitive. Enfin, définitive entre guillemets, parce que pour moi, c'est jamais totalement définitif. Donc je disais, ça va être productif grâce à l'organisation qu'on va avoir. Et pour l'organisation, donc, on va parler de permaculture. Alors, je vous parle là de permaculture parce que justement la question est venue et donc j'imagine qu'il y a des gens dans le groupe là qui s'intéressent un peu à la permaculture. À savoir que moi, la permaculture, ça fait longtemps, allez, on va dire ça fait une quinzaine d'années que je suis tombé dedans et que je suis bien tombé dedans et que j'étais accro à ça et à parler de permaculture, voilà, un peu trop peut-être à une époque. Et aujourd'hui, je tends à je sais pas, je pense que j'ai assimilé les principes de permaculture, j'ai assimilé le concept suffisamment pour pas avoir besoin de citer le mot permaculture tout le temps. Donc l'idée, ça va être d'être bien organisé,
sans forcément vouloir appliquer chaque principe tout le temps. Je vais quand même parler de 2-3 trucs là qui sont importants pour que ce soit efficace. Disons que déjà, globalement, pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est la permaculture ça va être de voir le jardin, voir le terrain, voir le sujet globalement comme un système composé de différents organes, hein, un peu comme nous, notre système. On a un système digestif, on a un système circulatoire, on a un système respiratoire. Chacun de ces systèmes sont composés d'organes qui fonctionnent ensemble. Et tous ces systèmes sont aussi organisés ensemble dans un système qui est encore plus grand. Et l'idée, ça va être que tous les petits organes, tous les petits éléments sont interconnectés. C'est pas le nombre d'éléments du système qui fait sa productivité, ça va être l'interconnexion entre les organes. Les éléments d'un jardin. Là, les différents organes, ça pourrait être, enfin, pardon, je dis organes, c'est éléments, ça va être la serre, le potager, c'est un élément, la zone à compost, c'est un élément, les réserves d'eau, c'est un autre élément. Et mieux ces éléments, pardon, sont organisés entre eux, plus le système sera efficace. Euh, je reparlerai de tout ça un petit peu après. Autre chose qui est important à voir, c'est ce qu'on appelle le zonage en permaculture. Je vous parlerai d'une autre façon de voir le zonage juste après, mais en permaculture, on va organiser le zonage en différentes zones numérotées, zone 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ces numéros sont définis par le taux de fréquentation. La zone 0, c'est la zone dans laquelle on vit. La zone 1, c'est une zone dans laquelle on va 2 fois par jour. La zone 2, c'est la zone dans laquelle on va pas tous les jours, mais presque, et jusqu'à la zone 5, qui est la zone dans laquelle on va pas trop. Je vais essayer de faire rapide là-dessus, mais tout ça, ça va être hyper important pour savoir comment on va pouvoir être efficace et rapide quand on travaille. Euh, Par exemple, si on a un élément euh, qu'on doit aller visiter 2 fois par jour, l'exemple le plus classique, ça va être le poulailler. Le poulailler, on y va 2 fois par jour, c'est-à-dire on y va le matin pour ouvrir aux poules, le soir pour fermer, peut-être même encore une fois pour ramasser les œufs, mais là on peut le faire le matin ou le soir. Et si le poulailler il est loin de la maison, eh bien, on va faire beaucoup de trajets pour y aller. Si le poulailler il est à 25 mètres de la maison, on va faire 100 mètres par jour. Deux allers-retours. Ouais. 100 mètres par jour, ça fait 36 km dans l'année. Ben, si le poulailler est plus près, on économise cette distance. Si on a un poulailler qui est déjà disposé à 25 mètres de la maison et qu'on a d'autres éléments à placer, si on a une serre à placer, un châssis à placer, et c'est des éléments qui ont besoin d'être visités 2 fois par jour aussi, eh ben, on va le mettre soit à côté du poulailler, soit juste à côté de la maison, soit sur le trajet entre le poulailler et la maison. Et comme ça, on va profiter de ce déplacement pour être plus efficace. Voilà, l'idée, ça va être d'avoir cette zone 1, la zone qui contient les éléments qu'on va voir 2 fois par jour, cette zone 1 qui soit le plus resserrée possible pour rentabiliser ces déplacements et pas avoir à faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir accéder à toutes ces zones. Voilà, et ensuite voir les interactions entre les différents éléments pour que tout soit le plus efficace possible. Allez, c'est pas une présentation sur la permaculture, donc s'il y a des questions perma, on pourra y revenir tout à l'heure. Là, on va voir l'organisation par rapport à certains éléments. Et pardon, en même temps que je fais une présentation, je m'aperçois que j'ai pas l'heure sous les yeux. Je vais essayer de me l'allumer quelque part, on va sur le téléphone. Et Milena, est-ce que tu peux juste me dire à quelle heure je suis censé m'arrêter là pour les questions? 19h30? Ah, je t'entends pas, t'as ton micro qui est coupé. Oui, il est 19h20, tu as jusqu'à 20h du coup. Ok, donc si on fait un petit temps pour les questions, on s'arrêtera peut-être un petit peu avant 20h. Ou on fait les questions au fur et à mesure, on verra aussi. Si tu Bon. veux, comme tu préfères. Allez, Ouais. je vais essayer d'être rapide. On n'aura pas le temps de tout voir de toute façon. Après, comme je disais tout à l'heure, là, toute la présentation que je vous fais, je survole un petit peu le contenu de... Non, je vous le montre, ça sert à rien, vous ne le voyez pas. Le contenu de mon dernier livre. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous irez voir le livre. Donc, l'organisation, on va voir déjà les types de zones que je définis moi. Donc là, on n'est plus du tout sur le zonage perma en zone 0 à 5. Moi, je vais définir 3 grands types de zones pour savoir quel type de production, de culture je vais y faire. Je vais avoir des zones sauvages. Les zones sauvages, ça va être les haies autour du jardin, ça va être les parties dans lesquelles j'ai des buissons, des petits fruits, tout ça. Dans ces zones sauvages, j'ai des plantes qui sont alimentaires aussi. Quand je dis que c'est pas le zonage perma avec la zone 5 ou c'est la zone sauvage, la zone dans laquelle on ne va pas, là, moi, je vois plus ça comme des zones sauvages dans lesquelles je vais pas trop, pas souvent,
mais qui sont quand même créés à la base. Moi, le jardin là que j'ai fait, c'était une prairie à la base. Donc ces zones sauvages, à l'origine, c'était que de l'herbe. Et donc sur ces zones, j'ai planté des arbres fruitiers, des lianes, des ronces sans épines, des houblons, des goji. Voilà, il y a beaucoup de choses qui poussent, qui sont redevenues sauvages maintenant. Donc il y a beaucoup de biodiversité dedans. Et c'est des zones qui sont devenues très très hautes maintenant avec les arbres qui se sont développés. Mais ça n'empêche pas que dans ces zones, j'ai quand même beaucoup de production alimentaire. Donc là, on n'est pas sur une zone 5 vers un perma et une zone dans laquelle on ne va pas parce que c'est la zone pour la biodiversité. C'est une zone dans laquelle je vais de temps en temps faire des récoltes. À savoir que ces zones ne sont pas entretenues. J'y vais peut-être tailler des arbres de temps en temps. J'y vais peut-être juste modeler un peu les plantes qui y poussent. S'il y a un arbre qui prend trop de place et que je veux plus de place pour les buissons, je vais tailler l'arbre. Mais je vais faire ces tailles une fois tous les 2, 3, 4, 5 ans. Donc c'est vraiment pas très entretenu. Par contre, c'est très productif sans qu'il y ait aucun entretien à y faire. À côté de ça, je vais avoir ce que j'appelle des zones à faible entretien. Donc là, ça va être les zones de haies fruitières avec des arbres fruitiers, des buissons fruitiers, des petits fruits et des légumes vivaces. Donc c'est des zones qui sont entretenues tous les ans. Sur ces zones-là, dans les haies fruitières, les arbres sont taillés tous les ans, les vignes sont taillées tous les ans, les petits fruits sont taillés tous les ans, pour qu'il y ait vraiment des productions maximales sur ce genre de zones-là. Par contre, c'est des zones qui ne sont pas irriguées. Les zones qui viennent ensuite, c'est les zones intensives. Et la différence entre les zones intensives et les zones à faible entretien, c'est que les zones intensives sont fertilisées tous les ans. C'est des cultures qui vont tourner tous les ans. C'est des zones qui sont irriguées, alors que les zones à faible entretien ne le sont pas. Et pour la fertilité, les zones à faible entretien, j'y apporte pas de compost, j'y apporte pas de broyat. Et elles sont nourries par la biomasse qui est créée sur place. Les plantes sont taillées et les déchets sont laissés sur place, ce qu'on appelle le chop and drop en jardin-forêt, ce qu'on appelle la taille de perturbation en syntropie, s'il y a des gens qui s'intéressent déjà à la syntropie là dans le groupe. Voilà, donc ces zones à faible entretien sont auto-entretenues. Et donc les zones intensives, voilà, comme je vous le disais, c'est beaucoup plus nourri, irrigué pour la plupart des cultures, et donc c'est les zones qui sont les plus productives, à savoir que toutes mes zones, quand même, dans le jardin, sont productives. Euh, alors l'eau est très importante, je disais qu'il y a des zones qui sont irriguées et sur beaucoup de zones il y a des points d'eau. Alors je vous les mets là en surbrillance. Euh, alors je différencie les points d'eau. Alors les grosses zones bleues qu'on voit, c'est des mares, des bassins, des abreuvoirs, des choses qui sont plus destinées à la biodiversité ou aux animaux d'élevage. Mais voilà, c'est pas de l'eau que je vais utiliser pour l'irrigation. Tous les petits points rouges qu'on voit, c'est des cuves d'eau qui sont remplies, dans lesquelles je vais remplir mes arrosoirs pour aller arroser mes cultures. C'est hyper important d'avoir de l'eau vraiment pas loin des zones qui sont cultivées. Je ne sais pas s'il y en a qui s'amusent à arroser certaines parties à la main. J'ai des zones qui sont installées avec du goutte à goutte et j'ai d'autres zones, notamment les zones à faible entretien, qui sont arrosées à la main, puisque c'est pas arrosé souvent. Même mes zones potagères, je les arrose une fois tous les 10 jours. Et ces arrosages, ça arrive souvent que je les fasse à la main, à l'arrosoir, pour pouvoir vraiment arroser les plantes qui en ont besoin et pas gaspiller d'eau à arroser tout de la même manière. Donc ces points d'eau, moi quand j'arrose, surtout dans la serre, je ne sais pas si vous voyez, dans la serre il y a beaucoup de points d'eau. J'aime pas quand j'ai une zone à arroser devoir faire plus de 5 mètres pour aller chercher de l'eau et un arrosoir. Donc si vous avez des zones à arroser souvent et que vous avez vos points d'eau qui sont loin, voilà, vous pouvez gagner beaucoup de temps en vous organisant mieux par rapport à l'eau. Et elle Euh, provient d'où, l'eau dans ton jardin? alors, j'ai plusieurs sources. On va dire que Euh, la meilleure eau, ça va être quand il pleut, je récupère l'eau de pluie. Donc ça, c'est la partie que je vais vous présenter là, juste après. L'eau de pluie, j'ai le puits de la ferme des voisins dans lequel je peux aller prendre un petit peu d'eau, mais sauf qu'il est de plus en plus souvent à sec pendant l'été, donc j'en ai pas beaucoup. Et quand il n'y a pas de pluie, le dernier recours, vraiment, ça va être l'eau du réseau. Voilà, quand il y a vraiment besoin d'arroser. Donc, l'eau du réseau, moi, je la paye tous les ans, donc j'ai une facture à la fin de l'année que je dois payer. Du coup, l'idée, ça va être vraiment de réduire ce besoin au maximum. D'où l'intérêt d'avoir un sol qui soit riche en matière organique, des plantes qui ne soient pas arrosées trop souvent pour qu'elles soient enracinées profondément, pour du coup avoir besoin d'être moins souvent arrosées. Et puis beaucoup jouer sur les ombrages avec les arbres, avec les haies, beaucoup jouer sur le fait de tailler des plantes pour produire de la matière organique, pour pailler les sols, pour que les sols sèchent beaucoup moins, les arbres qui limitent les vents pour limiter l'assèchement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent sur le fait qu'on peut limiter le besoin en eau. Et donc, je récupère l'eau de pluie. Donc, ce qu'on voit là, c'est dessiné, c'est un peu le schéma d'organisation
serre. Donc sur la diapo juste avant, là vous voyez la serre en haut, et avec juste à gauche de la serre les bâtiments qui sont vraiment accolés à la serre. Donc, alors c'est très schématisé, mais on va imaginer qu'il y a les bâtiments sur lesquels il y a des récupérateurs d'eau de pluie et qui sont connectés à un vase communicant avec les cuves qui sont dans la serre. Alors d'habitude j'essaye de le mimer avec les mêmes, mais là vous ne me voyez pas, donc je vais essayer de vous l'expliquer. Tous les cuves d'eau donc sont à la même hauteur et connectés en bas avec un tuyau. Donc, ça le système de vase communicant. Ce qui veut dire que quand il pleut, ça remplit les cuves qui sont autour de mon bâtiment, mais que vu que c'est un vase communicant, ça va remplir aussi les cuves qui sont dans la serre, qui elles ne sont pas remplies directement par la pluie. Et quand je vais prendre de l'eau avec mon arrosoir dans les cuves qui sont dans la serre, eh bien, ça va récupérer l'eau qui sont dans toutes les cuves. Donc là, par exemple, sur ce dessin, si on imagine que c'est des cuves de 500 litres, là, sur le dessin, il y a 1500 litres, il y a 1 mètre cube et demi. Moi, j'ai juste 500 litres dans la serre, mais vu que c'est connecté aux deux autres cuves, ben, cette cuve de 500 litres, elle peut me fournir 1 mètre cube et demi, 1500 litres. Voilà, grâce à ce système de vase communicant, ce qui permet de ne pas avoir besoin de re-remplir la cuve quand j'ai besoin de les re-remplir. Il suffit qu'il pleuve une fois, une petite pluie avec la surface de toiture que j'ai, à savoir que bon, le bâtiment là il est à peu près bien dessiné, c'est une surface de toiture de un peu moins de 100 mètres carrés, mais voilà, 100 mètres carrés, 10 mm de pluie, donc une jolie petite pluie. 10 mm, c'est pas non plus énorme, ça me fait déjà 1 mètre cube d'eau sur les toitures, et donc ça me remplit rapidement, assez efficacement les cuves que j'ai dans la serre. Voilà, ce système il n'est pas compliqué à mettre en place si on est sur un terrain plat. Par contre, si on est en pente, voilà, dès qu'il y a la cuve qui est tout à droite en haut de la serre, il y a les croix parce qu'elle est trop. Celle-là, elle ne peut pas être remplie. La cuve qui est tout en bas à côté de la cabane, elle est surélevée pour être à la même hauteur que les autres. Voilà, si on est vraiment en pente, c'est pas évident. Bon, ça c'est un des systèmes que j'ai développé, il y en aurait plein d'autres à faire. Là, on est plutôt sur. Alors, je suis pépiniériste aussi, je produis des plantes en pot. J'ai travaillé, développé différentes techniques pour économiser l'eau, économiser surtout le temps d'arrosage. Toutes les plantes que j'ai en pot dans la serre sont sur lit de sable. Voilà, donc on le voit, c'est pas forcément joli, ça n'a pas été désherbé là avant la photo, mais toutes les plantes sont sur lit de sable, c'est-à-dire que quand j'arrose, toute l'eau qui va tomber autour du pot, qui ne va pas arroser directement la plante, va humidifier le sable en dessous, et la plante, les racines se développent dans le pot et vont sortir sous le pot, aller se développer dans le sable, et ce qui permet qu'il y a beaucoup plus de réserve avec tout le sable qui est par terre que s'il n'y avait pas ça. En faisant ça, j'ai réussi à gagner un énorme temps d'arrosage. Quand ma serre était pleine de plantes, j'ai une serre qui fait 250 mètres carrés, je passais entre 1 heure et 2 heures par jour à arroser toutes mes plantes. Et en ayant les plantes sur lit de sable comme ça, j'ai réussi à passer à peu près une demi-heure d'arrosage tous les 2 ou 3 jours selon le temps qu'il faisait. Donc voilà, ça, enfin, cette organisation-là, elle permet d'être quand même plus efficace sur le boulot. Si on passe 2 heures par jour à arroser ou si on passe une demi-heure tous les 3 jours, ben, voilà, on n'a pas le même temps pour faire d'autres choses à côté si on est bien organisé. Voilà, pour la productivité, donc ça c'était l'eau. Par rapport à la fertilité, j'ai expliqué, donc ce dessin-là, là, il vient de mon premier livre. C'est une façon d'essayer de comprendre la fertilité du sol. Euh, je vais essayer de ne pas m'étaler sur ça, mais j'ai été pompier à une époque et on m'a appris le triangle du feu. Le triangle du feu, c'est une méthode pour comprendre comment on était un feu. Un feu, pour fonctionner, il a besoin de combustible, de comburant et d'énergie d'activation. Il suffit qu'on supprime un des 3 points pour que le feu s'éteigne. Je ne m'étale pas là-dessus, mais allez vous renseigner sur le triangle du feu si vous voulez. Mais j'ai essayé de remettre ce concept-là sur donc, le triangle de fertilité qui va comprendre donc la vie du sol, la réserve du sol en matière organique et la structure, la porosité du sol. Pour moi, c'est vraiment les trois points qui vont faire qu'un sol est fertile. Si vous supprimez un de ces 3 points, ça veut dire que vous allez avoir un sol dans lequel il y a de la matière organique, le sol est structuré, mais il n'y a pas de vie, ça ne marchera pas. Si vous avez un sol riche en matière organique avec de la vie, mais qu'il est compacté, ça ne marchera pas. Il va vraiment falloir qu'il soit structuré, riche en matière organique et vivant. Et si vous avez ces 3 points-là, vous allez avoir un sol qui sera fertile. Si vous avez un de ces 3 points, donc un sol qui est pas très vivant, ou pas très structuré, ou pas très riche en matière organique, la fertilité va se baisser au niveau du point le plus bas. Donc, allez observer votre sol, allez voir est-ce qu'il est riche en matière organique, est-ce qu'il est bien structuré ou est-ce qu'il est très vivant. Et si ça flanche sur un des 3 points, c'est sur ce point-là qu'il va falloir tirer. Ou si ça flanche sur 2 points, c'est sur ces 2 points-là qu'il va falloir tirer pour augmenter
la fertilité. Je ne vais pas m'étaler beaucoup plus là-dessus. S'il y a des questions, j'y reviendrai. Et on va voir du coup comment on peut avoir un sol qui est bien structuré, bien riche en matière organique et bien vivant sur les parties d'après. Oui, j'avais envie de vous parler de... mais je ne vais pas avoir le temps. Ça, c'est juste une façon que j'ai de voir le sol comme un glouton, à se dire que juste le sol vraiment va manger de la matière organique et que c'est en mangeant cette matière organique qui va dégager de la fertilité. Donc, si vous le voyez comme un glouton, vous allez penser à le nourrir le plus souvent. C'est un peu l'idée de le voir un peu comme un animal de compagnie qu'on va devoir penser à nourrir. Plus vous pensez à le nourrir régulièrement tout au long de l'année avec des matières fraîches, plus votre glouton sera gros, content, et plus il vous donnera de la fertilité derrière. On va voir derrière comment le nourrir et je vais passer un peu là-dessus. J'ai vu qu'il y avait une main qui s'est levée, là, c'est apparu à l'écran. Oui, je peux donner la parole. On vous écoute. Non, il y a un micro qui marche pas, j'entends rien, moi. Il faut que vous activiez votre micro et la caméra si vous le souhaitez pour poser votre question. Peut-être tu peux la poser dans le chat. Et on va faire comme ça. Moi, je continue et puis si la question arrive, on la prend. Oui, très bien. Ouais. Alors, je vais aller vraiment juste sur ce côté. Donc, si on va imaginer que le sol, c'est un glouton et qu'il a besoin de nourrir, on va essayer de le nourrir avec de la matière surtout fraîche, de la matière organique fraîche. Donc, la matière organique fraîche, c'est des végétaux frais. Si on nourrit que avec des végétaux frais, on va avoir une fertilité pas instantanée, mais en tout cas sur du court terme. L'objectif, ça va être de faire monter le taux de matière organique du sol. Donc ça, on va le faire plutôt avec de la matière organique carbonée. Mais c'est pas ça qui va apporter la fertilité directe. Donc je dirais, si on veut de la fertilité sur du long terme, avoir quelque chose sur quoi on sera sûr d'avoir quelque chose d'efficace sur du long terme, ça va être apporter du broyat, apporter des feuilles mortes, apporter du broyat de déchets verts, mais surtout riche en déchets ligneux. Au début, on va pouvoir faire de gros apports au début, ce ne sera plus la peine d'en faire ensuite. Ce qui va apporter vraiment la fertilité pour les cultures, ce sera plutôt les végétaux frais, à condition qu'on ait fait quand même ces apports de matière organique carbonée et d'avoir une terre riche en matière organique. Riche, mais pas trop, c'est pas la peine d'aller non plus vers des taux de matière organique qui soient trop énormes. Hein. C'est trop de fertilité, c'est pas. Déjà, c'est une perte de temps, c'est une perte de matière, c'est pas efficace. Un taux de matière organique de 5, 6, 7, 8%, ça suffit. On a des sols riches jusqu'à 10%, on a des sols qui sont à 100% de matière organique dans les tourbières, c'est pas forcément des sols plus fertiles. Donc, suffisamment de matière organique, mais pas trop, matière organique carbonée, mais pas trop, et c'est bon. À partir de là, ça va être des végétaux frais qu'il va falloir apporter. Et pour apporter ces végétaux frais, je vais vous parler d'un des premiers aménagements dont je parle dans le dernier livre, où j'explique comment le planter et quel type de plante y mettre. Ça va être ce que j'appelle des zones à biomasse, des zones sur lesquelles on va faire pousser des végétaux qui, qui poussent vite, beaucoup, et qu'on va pouvoir tailler régulièrement. Est-ce que... Bon voilà, là tiens, j'ai quelques images. Là, c'est derrière moi, là, sur la photo, c'est des Elianthi ou des topinambours, je sais plus, les deux se ressemblent. Mais voilà, donc c'est deux plantes que je vais cultiver beaucoup. En dessous, on les voit pas trop, mais on a de la consoude. Mais à ce moment-là de l'année, les consoudes sont dépassées par les Elianthi. Donc consoude, Elianthi. Et puis au-dessus, l'arbre qu'on voit, c'est un frêne. Il y en a d'autres derrière qui sont un peu plus jeunes, là, qu'on voit pas trop. Ça, c'est les plantes que je vais tailler régulièrement. Et je vais faire en sorte que ces zones à biomasse soient proches de mes cultures de légumes. Je ne vais pas forcément... alors, certaines personnes prônent ces méthodes-là, notamment en syntropie, de mélanger les plantes à biomasse et les cultures d'autres types de cultures. En tout cas, moi, je ne conseille vraiment pas de mélanger les plantes à biomasse et les cultures légumières, parce qu'il va vraiment y avoir une concurrence au niveau des racines, et que si on veut éviter ces concurrences, il va falloir faire en sorte que les plantes à biomasse ne prennent pas trop dans le sol, et du coup, elles ne produiront pas beaucoup de biomasse. Donc pour moi, on va vraiment séparer
les zones à biomasse des cultures légumières. Donc d'un côté, ces zones-là, je ne sais pas si on voit la photo d'après, voilà, après la taille, donc au niveau du sol, on voit qu'il n'y a plus rien du tout, et tous ces végétaux-là vont être déposés soit en paillage sur des zones de culture avant la plantation, soit si c'est des zones qui sont déjà plantées, bah, les plantes seront juste déposées dans les allées, ça va se décomposer dans les allées, et puis petit à petit, ça va nourrir le sol en dessous. Alors, il faut bien savoir que ce n'est pas au moment où on va déposer ces plantes-là dans les allées que ça va nourrir les cultures à côté. Au moment où on va déposer ces plantes dans les allées qui vont commencer à se décomposer, ce qui va nourrir les cultures à côté, ça sera les plantes qu'on aura déposées 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois avant. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment important de voir son sol comme un animal de compagnie qu'on va devoir nourrir régulièrement. Plus vous le nourrirez régulièrement, plus votre sol va s'enrichir en vie. Il y aura beaucoup de micro-arthropodes, beaucoup de vers, beaucoup de petites bestioles, en gros, qui vont se nourrir de tout ça. Et c'est les déjections de tous ces animaux qui vont apporter la fertilité derrière. À savoir que si vous apportez régulièrement aussi cette biomasse sur le sol, ça va avoir un effet paillage qui va protéger le sol de l'évaporation. Ça va surtout faire un tapis de matière un peu ligneuse, un peu fibreuse au sol, sur lequel vous pourrez marcher et vous écraserez moins votre sol en dessous. Et puis, dans cette matière-là, toute la vie qui va se nourrir de ça va maintenir une structure du sol qui sera aérée. Et donc là, vous aurez une fertilité qui sera maximale. Mais il va falloir penser vraiment à le faire régulièrement. La photo qu'on voit à droite, c'est la même zone que j'ai taillée là. Donc à gauche, on voit la matière que j'enlève. Et à droite, c'est la même zone quelques semaines après qui commence déjà à se redévelopper. Donc, selon le temps qu'on va avoir, si on a un été pluvieux, on va pouvoir tailler des zones comme ça 2, 3, 4, jusqu'à 5 fois même des fois dans l'année. Donc pour pouvoir nourrir vraiment régulièrement les zones. Donc là, c'est des plantes herbacées. On peut faire la même chose avec les arbres. Le frêne, c'est des arbres que je taille régulièrement en trogne pour produire de la biomasse. On peut faire ça avec, on a le paulownia qui est très réputé pour ça parce qu'il pousse très très vite. On va avoir le caragagnier, le baguenaudier qui sont des plantes légumineuses qui en plus vont créer de la fertilité, vont créer beaucoup d'azote parce qu'ils font des symbioses au niveau des racines, je passe les détails là-dessus. Mais voilà, on va avoir des plantes qui ont vraiment pour rôle déjà dans la nature d'apporter de la fertilité au sol, et on va juste décupler cet effet-là pour nourrir des zones un peu gourmandes. Donc les zones que je nourris moi, avec cette biomasse, c'est vraiment les zones intensives. Vas-y, vas-y. Est-ce que l'herbe de tonte, ça peut convenir aussi pour l'apport de végétaux frais au jardin? Complètement, ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, c'est juste la quantité qui sera, la quantité produite qui sera pas la même, à moins qu'on fasse des cultures légumières à côté de zones enherbées. À savoir que plus vous aurez d'herbes de tonte, plus ça voudra dire que vous avez des zones juste enherbées. Et des zones juste enherbées, ça sèche très très vite, ça limite pas les vents. Et donc, il va falloir par endroit y mettre des arbres, y mettre des plantes ligneuses, des plantes un peu plus hautes. Donc, normalement, sur des zones de production légumière et de jardin-forêt, de l'herbe de tonte, on en a, oui, c'est très fertile, c'est très nutritif, c'est très pauvre en matière carbonée, donc ça se décompose très vite, c'est très fertilisant. Mais en théorie, on n'est pas censé en avoir beaucoup de l'herbe. Si vous avez beaucoup d'herbe, c'est qu'il va manquer des plantes un peu plus ligneuses à côté. Mais en tout cas, oui, oui, ça marche très très bien. Il y a certaines périodes de l'année où l'herbe, c'est ce qu'on a le plus. Là, en ce moment, c'est surtout ça qu'on a. Et le topinambour en source de biomasse, est-ce que c'est pérenne? Ah, complètement. Bah, complètement. Ouais. Parce que lui, il va survivre l'hiver pendant. Là, les cultures là, que je suis en train de dégager, là, que j'ai sur la photo, là, ces plantations, elles ont, je sais même pas, 5 ans, 6 ans peut-être, hein, 7 ans. Donc oui, oui, ça c'est vivace. Alors on pourrait même dire que c'est une production alimentaire, hein, si en hiver on est vraiment en pleine famine et qu'on a envie de manger là des topinambours là-dessous, vu que ça fait 7 ans qu'ils y sont, enfin au moins 5 ans qu'ils y sont, je sais même pas la quantité, le poids de topinambours qu'il y a là-dessous, mais il y en a vraiment beaucoup. Et si je les récolte pas, eh ben ça repousse tous les ans et ça maintient une production de biomasse. Bah, tout comme les arbres, tout comme les buissons, voilà, ces productions de biomasse, elles sont pérennes et j'ai pas besoin de les entretenir. Ces zones ne sont pas arrosées, ces zones ne sont pas fertilisées et me produisent de la biomasse quand même tout le temps. D'accord. Alors voilà, pour la production de biomasse, je surveille l'heure quand même. À côté, je fabrique du compost aussi. Alors là, c'est juste un schéma qui a été récupéré dans le livre. Je vous montre la zone là, juste pour que vous voyez plus ou moins la taille que ça fait. Alors, c'est très enherbé autour parce que ben, forcément, c'est une zone qui est très 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 fertile. Je la fais très large, ma zone à compost. Là, ce qu'on voit sur la photo, ça doit faire au moins
6, 8 mètres de large. C'est fait avec des palettes, c'est fait avec des matériaux de récupération, donc ça coûte rien à faire. Et le fait de l'avoir très très large permet d'avoir différents tas. Donc là, ce qu'on voit sur la photo, on va avoir d'un côté le tas qui est vert, c'est toutes les matières fraîches que je vais apporter. Et tout de l'autre côté, c'est le compost qui est prêt, qui est déjà décomposé, qui est prêt à l'usage. Quand j'apporte des matières fraîches d'un côté et quand le tas est trop important, je vais retourner ce tas au milieu, entre les deux, là, sur la zone où là on voit pas trop, on voit juste un arbre qui est dessiné, mais voilà, je vais le retourner au milieu, ce qui va me libérer une zone pour continuer à apporter des matières fraîches. Et le tas du milieu, une fois qu'il a commencé à se décomposer un petit peu, je vais le redéplacer sur la droite, histoire de le remuer encore un coup. Et normalement, le tas de matière organique, une fois qu'il a été retourné 2 fois, il est prêt à être utilisé et prêt à l'usage. C'est un peu comme une espèce de marche en avant où d'un côté on va apporter des matières fraîches, on va retourner ce tas 2 fois jusqu'à qu'il soit à l'autre côté, et une fois à l'autre côté, c'est du compost prêt à apporter sur les zones de culture. À savoir que je ne conseille pas forcément de faire du compost, c'est pas un but de faire du compost. Faire du compost pour moi c'est plus une manière de recycler des matières organiques quand on en a en trop, quand je vais avoir des plantes dans ma serre qui sont plus bonnes pour la vente ou plus bonnes à planter, elles sont jetées au compost. Quand je vais désherber certaines zones dans la serre et que j'ai nulle part où déposer mes déchets, mes plantes que je viens de désherber, ben, je vais les jeter dans le compost. À savoir que quand je désherbe dans le jardin, les matières, enfin les plantes que je viens d'arracher, ça reste toujours au sol directement, soit sur la zone de culture, soit dans l'allée. Donc voilà, le compost, ça va être plutôt une manière de recycler des matières organiques qu'on aurait en surplus. Et donc ce compost, ensuite, on va l'utiliser pour préparer des zones. À savoir que je ne le Est-ce conseille que pas tu déjà. pratiques le compostage à chaud? Alors, le compostage à chaud, oui, je vais le faire justement lors du premier retournement. Donc, je dis, je vais accumuler des matières fraîches d'un côté, et quand j'ai suffisamment de matières fraîches, je vais faire un premier retournement du tas. Donc, quand j'apporte des matières fraîches, je les apporte petit à petit. Donc, c'est du compostage à froid. Quand je vais retourner ce tas pour le mettre au milieu, je vais des fois en profiter pour faire plusieurs couches, mettre ces matières fraîches et plus ou moins fraîches, rajouter du fumier, rajouter des feuilles mortes, rajouter de la tonte, rajouter toutes les matières que je peux avoir, couvrir ce tas pour le faire monter en température. Enfin, déjà, le fait que je l'ai monté en une seule fois, ce tas, fait que ça va monter en température. Et une fois qu'il est monté en température, au bout d'un mois, je vais le re-retourner. Et là, il va arriver sur la zone compost prêt, prêt à l'usage, et il sera monté en température. Donc oui, je le fais. Ouais, je vais le faire selon les matières que j'ai, selon la quantité que j'ai. Et j'essaye de le faire à peu près une fois par an. Voilà, selon les matières que j'ai. Après, voilà, c'est vraiment pas ma manière de composter préférée, puisque quand on fait ça, on a des pertes, hein. On va avoir des pertes en lessivage dans le sol, on va avoir des pertes par évaporation. Enfin, tous les gens qui ont déjà fait du compost, et notamment du compost à chaud, où on va monter le tas en une seule fois, quand on fait un tas qui va faire 2 mètres de haut et qui va chauffer pendant un mois et se décomposer, au bout d'un mois, il a perdu au moins 50 cm, voire des fois, il a perdu la moitié de sa hauteur. Ben, tout ce qu'il a perdu, c'est peut-être parce qu'il s'est tassé un petit peu, mais c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de matières qui ont été digérées, qui ont été lessivées, qui ont été évaporées, et donc il y a un petit peu de perte et un petit peu de pollution dans le sol. C'est pas une grosse pollution, hein, c'est pas en faisant un peu de compost au fond de son jardin qu'on pollue la nature, mais cette perte-là, si on peut l'éviter, je préfère. C'est pour ça qu'au niveau compostage, je vais toujours préférer et choisir le compostage de surface. Par contre, quand j'ai trop de matière à décomposer, j'ai trop de matière pour mettre en surface sur mes zones de culture, voilà, c'est là que je vais conseiller de faire ce genre de compost-là. Sur les aménagements, je vais voir si on peut en parler tout à l'heure, mais ces pertes-là par lessivage qu'on va avoir dans le sol sur des zones de compostage, il y a moyen de les rentabiliser quand même. C'est pour ça qu'autour de ma zone à compost, là, on voit qu'il y a des cultures autour, justement pour profiter de cette fertilité-là. Il y a beaucoup de questions par rapport au compost. Du coup, Ouais. est-ce que les pieds de tomates, les plantes qui sont atteintes du mildiou ou de pourriture noire, enfin, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'en est-il du compost de toilette sèche? Ok. Alors, je vais faire ces deux-là déjà. Alors moi, tout ce qui est maladie, mildiou, oïdium, et tout type de champignons, même si on ne connaît pas le nom. J'ai une vision assez particulière que tout le monde n'apprécie pas forcément, mais moi j'ai pas peur de ça et je mets tout ça au compost. Moi, ma façon de voir les choses, on va dire, mon école à moi, ça va être plutôt de dire, c'est pas parce que la maladie est présente dans l'environnement, dans le sol, parce qu'une fois qu'il y a eu du mildiou, si on réutilise les plantes pour le compost, on pourrait se dire que les spores sont toujours dans le sol. C'est pas parce que les spores sont dans le sol que la plante va tomber malade. Tout comme nous, c'est pas parce que
les virus de la grippe, il y en a plein dans l'air, des virus qui tournent. C'est pas parce qu'ils sont là qu'on tombe malade. C'est plus une histoire de terrain. Un coup de stress, un coup de fatigue, voilà, un truc qui se passe mal, eh bien, on va avoir la maladie. Mais c'est pas le virus qui vient d'arriver, c'est le terrain qui tout d'un coup était propice à l'apparition de la maladie. Et pour la plante, ben, je vais voir la chose de la même façon. Si on a des plantes qui ne sont pas blessées, qui sont vigoureuses, qui sont sélectionnées pour être résistantes aux maladies, c'est pas parce que les spores de mildiou, de idiome sont présents dans l'environnement que la plante va l'attraper. Donc si la plante chope la maladie, il faut plus remettre en question la façon dont on cultive que le fait que le spore était présent. Puisque de toute façon, les spores de champignons, ils sont à peu près partout dans l'air. Donc voilà, enfin, voir des gens qui font brûler leurs plantes de tomates parce qu'ils ont chopé le mildiou, pour moi, faire brûler des plantes, c'est une grosse perte de fertilité, c'est dommage. Donc voilà, ça, je le fais pas. Pour répondre au compost de toilette sèche, hein, moi je vais l'utiliser, mais pas pour le potager. Donc je ne vais pas le mettre sur ce compost-là. Je vais le faire composter sur, sur une zone à côté. Et je vais le réutiliser pour mettre au sol de mes zones, peut-être de mes zones sauvages, ou plutôt de mes zones sauvages, on va dire, ou de mes zones fruitières, ou directement dans les bois. Et je ne vais pas le mettre à un endroit où je vais cultiver des légumes. À savoir que le risque avec les toilettes sèches, c'est de choper un parasite. Donc on a eu une époque la douve du foie, il y en a encore dans certaines régions en France, les régions un peu humides. Et voilà, d'autres parasites qu'on peut attraper en mangeant des choses qui ont touché des excréments humains. Donc l'idée, c'est juste qu'il n'y ait pas de contact. Donc ne réutilisez pas, quelle que soit la méthode. Il y en a qui vont dire qu'il faut faire un compostage à chaud, il y en a qui vont dire qu'il faut le composter pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y en a qui vont très très loin. Moi je dis le risque zéro, il n'existe pas. Si on fait un compostage à chaud mais que la température n'était pas correcte, si on va faire composter pendant 3 ans mais qu'il aurait fallu 5 et 3 ans, ben, il y a encore des parasites qui peuvent être présents. S'il y a un risque, je préfère l'éviter au maximum et donc mettre ce compost-là au pied de mes arbres fruitiers, un endroit où je ne vais pas manger quelque chose qui aurait pu toucher ça. Donc pas au potager où on va faire des radis, des betteraves, des navets, des trucs comme ça, rien qui ne touche le sol. Si vous faites que des tomates et que vous ramassez rien dans le sol, pourquoi pas, hein, mettez-le au sol, faites-le décomposer un petit peu quand même un minimum. Mais là, c'est pas pour des histoires de parasites, c'est plus des histoires d'accessibilité de la fertilité. Même un fumier de ferme, c'est bien de le faire décomposer un petit peu. Et une fois que c'est décomposé, on peut le mettre au sol. On peut y cultiver des légumes à condition que ce soit des légumes qui ne touchent pas le sol. Enfin, ou en tout cas qu'on ne consomme pas les parties qui ont touché le sol. Et à partir de là, pour moi, il n'y a pas de risque. Donc on peut récupérer le compost de toilette sèche. Il y a d'autres questions là sur le compost? Pas sur le compost, mais c'est plutôt sur la terre idéale pour le jardin forêt, étant donné que toutes les plantes ont des besoins différents. Donc, est-ce que c'est plutôt argileux, sableux? Alors, il n'y a pas. Ouais, Alors, toutes les plantes vont avoir des besoins différents, mais c'est pas une histoire de argileux, sableux, acide, calcaire, tout ça. Selon les types de plantes, on va créer un écosystème différent. Il y a des zones qui seront plus ensoleillées, des zones qui seront plus à l'ombre, des zones qui seront plus humides, des zones qui seront plus sèches. Donc, par le design, on va moduler ça. Mais par contre, qu'on ait une terre. Alors, à part d'avoir une terre très, très, très calcaire ou très, très, très acide sur laquelle ça va être plus compliqué, mais c'est un peu plus rare. Il y a toujours des gens qui ont des terres trop calcaires, trop acides, mais la plupart du temps, on va avoir une terre qui va être un peu calcaire, un peu acide, et c'est pas grave, ça passe quand même. À savoir que dans la nature, les terres qui sont très calcaires ou enfin, trop calcaires ou trop acides pour que naturellement il y ait des légumes qui poussent, c'est juste qu'il n'y a pas eu la nature qui est venue faire son travail pour que le sol s'équilibre. Prenez n'importe quel sol qui soit un peu trop acide ou un peu trop calcaire, un peu trop compact, un peu trop pas bien, quel que soit le problème, laissez la nature faire son travail et le sol va au final atteindre à peu près toujours la même chose, à savoir un sol riche en matière organique, bien structuré et avec un pH qui va être autour des 6, 6,5. Donc légèrement acide. Il faut savoir que la neutralité c'est 7. En général, un sol il va se stabiliser autour des 6, 6,5. Donc si vous avez un sol qui est trop sec, trop calcaire, trop acide, rajoutez de la matière organique, faites semez un couvert végétal, laissez les plantes se développer, laissez les plantes sauvages se développer, favorisez, poussez les plantes sauvages à se développer le plus possible. Et puis une fois que les plantes se développent, fauchez, laissez au sol, plantez-y d'autres choses et faites en sorte qu'il y ait toujours des choses qui y poussent. Et plus vous aurez de végétaux qui poussent, plus vous aurez de végétaux qui produisent beaucoup de végétation, beaucoup de biomasse et qui ont des racines qui vont profonds et qui ont différents systèmes racinaires, des racines pivots, des racines fasciculées, des racines traçantes. Plus vous aurez de mélange, plus vous aurez de végétaux,
plus votre sol va se structurer, va se nourrir et sera fertile. Et dedans, vous pourrez cultiver des légumes. Pour des sols très difficiles, même des fois, ce que je conseille, ça va être de mettre un couvert végétal, mettre des plantes herbacées qui vont vite pousser, mettre des plantes ligneuses, laisser pousser, pourquoi pas, des arbustes, des arbres, des plantes ligneuses, des lianes, des ronces, des trucs comme ça. Laisser la nature aller vers la forêt, parce que c'est toujours vers là que ça va naturellement. Et une fois qu'on voit qu'il y a beaucoup de végétation qui pousse, revenir en arrière, faucher, laisser au sol et revenir sur un sol de prairie, un sol de lisière, enfin une végétation de prairie, de lisière. En ayant fait un peu avancer le sol vers la forêt, on va l'enrichir en matière organique, on va le structurer, on va démultiplier la vie qu'il y a dans le sol, et ensuite on revient un peu en arrière. C'est ce qui se passe dans la nature, ça va vers la forêt, il suffit qu'il y ait un arbre qui tombe, une prairie, enfin une clairière qui s'ouvre dans la forêt, pour qu'on ait plein de plantes herbacées qui poussent très très vite derrière. Eh bien, on va utiliser ces phénomènes naturels-là et on va les reproduire dans un jardin pour avoir un sol qui soit rapidement fertile. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si je ne me suis pas un peu étalé. Du coup, il reste 10 minutes et je propose Ouais. qu'on pose les questions, qu'on passe un moment sur les questions, plutôt sur la structure du jardin-forêt. Ouais. Du coup, est-ce que si on met deux arbres de la même variété proches l'un de l'autre, est-ce que ça suffit aux pollinisateurs? Et est-ce qu'on peut ajouter des fleurs aussi pour attirer les pollinisateurs dans le jardin-forêt? Alors, oui, ajouter des fleurs, moi je dirais pas qu'on peut, on doit. On doit. Alors, plus on va mettre de fleurs, plus on va avoir. Alors, il n'y a pas que les fleurs, à savoir que les pollinisateurs ont d'autres besoins. Ils ont aussi un besoin d'avoir un écosystème équilibré, dans lequel il n'y ait pas trop de prédateurs. Donc, plus vous mettrez de végétaux différents et de strates différentes, plus il y aura un écosystème qui sera propice à leur reproduction, à leur vie. Et mettre des fleurs le plus possible, à savoir qu'il y a des périodes de l'année où il y en a beaucoup, et qu'en général, c'est sur ces moments-là que les gens ont envie de mettre encore plus de fleurs. Là, au printemps ou un petit peu en automne, c'est pas la peine de mettre des fleurs à ce moment-là, il y en a déjà partout. Par contre, observez toutes les fleurs qui poussent dans vos jardins et observez les périodes de l'année où il y en a le moins, c'est-à-dire pendant l'hiver et pendant l'été. Et c'est surtout sur ces moments-là qu'il va falloir mettre plus de fleurs pour que les pollinisateurs aient du nectar et du pollen à se mettre sous la dent tout au long de l'année. Donc oui, c'est très important d'en avoir le plus possible et c'est surtout important d'en avoir le plus tout le temps possible. C'est pas du tout Et français, mais j'espère que vous comprenez. est-ce que tu pourrais revenir sur la chronologie de plantation des différentes strates du jardin-forêt? Alors, par contre, juste, j'ai pas répondu sur la question de est-ce que si on met deux variétés côte à côte, Ah deux oui, mêmes pardon. variétés du même arbre, ça suffit? Oui. Faites attention parce que là, il y a une réponse qui est importante. Certains arbres ont besoin d'avoir deux variétés différentes. Si vous mettez deux pommiers de la même variété, vous n'aurez pas de pommes. Il va falloir mettre des pommes de deux variétés différentes qui fleurissent en même temps pour avoir une pollinisation, sinon vous n'aurez pas de fruits. Là, c'est tout un gros sujet, je ne vais pas en parler là. Mais si ce sujet vous intéresse, je l'ai développé à fond dans le premier livre, le guide du jardin-forêt, où j'explique les plantes qui ont besoin d'avoir différentes variétés, les plantes qui s'autopollinisent, les plantes qui sont fécondées par les insectes, par le vent, pour savoir comment on doit organiser tout ça et pour savoir comment on va réussir à produire du fruit et à quel moment c'est important d'avoir différentes variétés, parce que pour certaines plantes, la production de fruits est parfois secondaire. Voilà, donc en tout cas pour tous les fruits à pépins, pommes, poires, coings, nachis, tout ça, il va falloir au moins deux variétés différentes qui fleurissent en même temps, sinon vous n'aurez pas de fruits. Voilà, j'ai fini. Pardon, c'était quoi l'autre question? Et du coup, tu veux peut-être revenir du coup sur la chronologie de plantation des différentes strates Ouais. dans le Ouais, alors, jardin-forêt? Est-ce qu'il y a... du coup, celle-là, je ne l'ai pas dans ce PowerPoint, mais alors par contre, si je sors peut-être je sors du PowerPoint là? Tu peux, oui. Parce qu'il restera pas. Alors, j'ai pas eu le temps de vous parler de tous les aménagements. Peut-être qu'on se reverra. Voilà. Alors, dans la chronologie de plantation, moi je dirais que ce qui va être important à planter, en vrai, tout devrait être important à planter dès le début. Mais ce qu'il va falloir planter le plus vite possible, ça va être les arbres et les plantes ligneuses, et les plantes buissonnantes et les plantes grimpantes qui vont aller avec les arbres. À savoir qu'une fois que l'arbre est développé et a bien développé ses racines, ben, ça va être plus compliqué d'y intégrer d'autres choses pour une histoire de concurrence et pour une histoire de faire attention à ne pas blesser votre arbre en plantant des choses. Donc sur les zones vivaces avec des plantes ligneuses, ça va être important de tout planter en même temps. Mais si vous avez un grand jardin-forêt, encore une fois, pour le design, n'attendez pas un an que votre design soit fini et ne vous dites pas qu'une fois que le design est fini, il va falloir tout planter.
un autre principe en permaculture dit c'est bien d'y aller lentement et à petite échelle. On va commencer petit, on va faire peut-être une ligne vivace, quelques arbres, ou une ligne ou un îlot, on organise comme on veut, mais on va faire une petite zone. Et puis l'année d'après, on va planter une autre zone et on va y aller petit à petit. Dites-vous que si vous plantez tout d'un coup, on peut être efficace pour tout planter d'un coup, faire un chantier collectif. Par contre, l'entretien, la taille, le désherbage, l'arrosage qu'il va y avoir sur toutes ces zones qui sont en installation, l'arrosage, le désherbage, il n'y en a plus au bout d'un moment, mais au début, il y en aura. Vous pouvez vous faire aider pour tout planter, par contre, pour désherber, pour arroser, pour tout ça, il va falloir faire un chantier collectif à chaque fois. Donc, allez-y petit à petit et faites en sorte d'avoir des zones qui soient autonomes petit à petit. Et tu Et dirais que ça prend combien de temps? Enfin, toi, il t'a fallu combien de temps pour arriver à avoir à un faire beau vos jardin jardins forêt? forêt, 15 ans. Mais non, mais alors, ça va dépendre aussi de la quantité d'eau que vous avez, parce que moi, je suis sur un terrain sec, rocailleux, je suis au sommet d'une colline à 500 mètres d'altitude et je suis le point le plus haut, donc j'ai pas d'eau qui arrive chez moi, c'est très très sec. J'imagine qu'il y en a qui connaissent la chaîne de Damien Descartes. Lui, il a un jardin forêt sur lequel il est installé là. Enfin, il a planté un jardin forêt il y a 5 ans, je crois. Il est arrivé sur son terrain il y a 5 ans. Son jardin forêt ressemble beaucoup au mien aujourd'hui, alors que le mien a 15 ans. Lui, il est sur une zone très très humide. Il a 2 sources qui coulent sur son terrain. Donc, si vous avez de l'eau, ça va pousser très très vite. Je dirais, Et, moi, selon la taille, selon le nombre de bras que vous avez, la plantation peut se faire à la première année. Par contre, avoir quelque chose d'équilibré, vraiment, euh, au moins 5 ans, je dirais. Au moins 5 ans pour que les arbres aient le temps de se développer, les plantes ligneuses et les herbacées au pied des arbres, et que l'équilibre puisse se faire. Au moins 5 ans. et à partir de combien de temps tu dirais qu'il faut arrêter enfin, cesser de désherber le jardin forêt? Ou est-ce qu'on doit Ah, si c'est bien fait, désherber? Est-ce qu'on doit... ah, si c'est bien fait, on désherbe le jour de la plantation. Alors, j'aurais bien aimé vous parler d'un aménagement que j'appelle le micro-îlot. Je vais essayer de vous l'expliquer vite fait, mais c'est un aménagement qui va faire à peu près 1 mètre carré. On va prendre un rond qui fait 1 mètre de diamètre, et sur ce rond, on va y planter au milieu un arbre. Autour, on va y mettre, allez, 3 consoudes. Les 3 consoudes vont couvrir mètres carrés à elle le sol. Mais entre ces consoudes, on va y mettre des cassis, des groseilles. Entre ces cassis et groseilles, on va y mettre une vigne, on va y mettre une framboise. À côté, on va y mettre, je sais pas, d'autres couvre-sols qui vont gagner un petit peu. Entre ces plantes-là, la première année, on peut y mettre des maïs, des tournesols. Voilà, imaginez tout ça sur 1 mètre carré. C'est très, très, très dense. Tout ne survivra pas. Et c'est le but, que tout ne survive pas. Les maïs, une fois qu'ils sont trop développés, ou les tournesols, une fois qu'ils sont trop développés, s'ils font de l'ombre à votre jeune arbre, à votre jeune plant de cassis, on le taille, on le coupe, on le réduit. Le plant de maïs qu'on va tailler en milieu d'année, il va continuer à pousser, il va revenir derrière, c'est pas grave, on va le retailler. Toute cette matière qu'on va tailler, on va la laisser au sol, ça va jouer le rôle de couvre-sol. Et la deuxième année, les consoudes vont revenir. Si elles font trop d'ombre à d'autres plantes qui ne sont pas assez développées, on va encore les tailler 2, 3 fois dans l'année. Et il n'y a pas de désherbage à faire en fait. Il n'y a pas d'arrosage non plus à faire parce que dès que les plantes ont soif, on les taille. Les plantes à biomasse, je disais, ça sert à faire de la matière organique, ça sert à faire de la fertilité, ça sert à faire du paillage. Mais une plante bien développée qui a soif, on la taille, elle a moins soif. Si elle a soif, c'est qu'elle évapore trop d'eau par ses feuilles et qu'il n'y a pas assez d'eau dans le sol. Et bien ça, on le règle simplement en taillant. Si on met plusieurs plantes en sable, on met un arbre, on met un cassis, on met de la groseille, on met de la framboise, on met de la consoude. La consoude, elle, son rôle, c'est justement de gérer le côté couvre-sol et de gérer le besoin en eau. Si vous voyez que votre consoude a soif, c'est que votre arbre, lui, va pas tarder à avoir soif. L'arbre, il est enraciné plus profond, donc il aura soif un peu après. Mais si, avant qu'il ait soif, on taille la consoude et on s'en sert comme paillage, normalement, l'arbre, il n'y a pas besoin de l'arroser derrière. Donc, désherbage et arrosage, si c'est bien fait, il n'y a jamais besoin de le faire. Le problème, c'est qu'on a rarement la bonne quantité de plantes. On a rarement. Imaginez la quantité de plantes là qu'on a mis sur 1 mètre carré. Ben, sur un jardin qui fait 100 mètres carrés, vous multipliez ça par 100. Vous n'avez pas assez de plantes, vous n'avez pas assez de temps pour planter tout ça. Donc, allez-y petit à petit. Mais si ce petit à petit, vous le faites assez dense, normalement, il n'y a pas besoin d'arroser derrière et de désherber derrière. Le besoin de désherbage, il est juste parce qu'il n'y a pas assez de couvre-sol. Et souvent, les couvre-sols, on n'en met pas assez. D'accord. Et pour les cultures, est-ce que l'ombre générée par les différentes strates, justement, ça peut pas gêner les légumes des strates inférieures? Alors, Est-ce que là, il faut intervenir ou non, pas? il y a une histoire de chronologie aussi à respecter. Donc, dans cette chronologie, on va imaginer. En fait, là, tout ce que je vous raconte, en fait, c'est plutôt le premier bouquin qui parle de tout ça qui serait intéressant. L'histoire de chronologie, je l'explique en disant imaginez, vous partez de zéro, une prairie, vous allez désherber tout ça et vous allez y planter un arbre fruitier, un pommier, un poirier, un prunier, un grand arbre, ce que vous voulez.
Autour de lui, vous allez y planter des cassis, des groseilles, des framboises, des goji, des choses qui vont être productives dans 3 ans. L'arbre, lui, sera productif dans 5 ans, 7 ans. Et au pied de ces plantes-là, ben, vous allez pouvoir y faire dès la première année de la courgette, de la tomate, du maïs, du tournesol. Vous allez agencer ces plantes-là pour qu'elles ne se fassent pas d'ombre entre elles. Mais en tout cas, la première année ou les 2, 3 premières années, l'arbre ne va pas faire d'ombre. Quand on plante un arbre, c'est un jaune sion. C'est une petite tige qui va faire 1 mètre ou 2 mètres de haut. Ça va faire quelques feuilles, mais ça ne fera pas d'ombre. Au niveau des racines, ça ne fera pas concurrence. Et dans tous les cas, même à terme, les racines de l'arbre vont plus profond que celles du légume. Donc en surface, le légume et ses racines, il n'y a pas de concurrence. Et en tout cas, pas au début. Et au bout de 3, 4 ans, quand l'arbre se développe et que là, il y a de la concurrence, ben, les cultures légumières, de toute façon, il n'y a pas de soleil, il y a trop de concurrence au niveau des racines, et les racines, on va les décaler. Et là, on en revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, on va faire des lignes d'arbres et de plantes ligneuses, et entre ces lignes d'arbres et de plantes ligneuses, là, on va faire du légume, qui seront assez loin des arbres pour avoir de la lumière, assez loin des arbres pour pas avoir de concurrence racinaire, et ces zones-là, vu que c'est des cultures annuelles, tous les ans, le coup de grelinette, le coup de bêche à la limite sur les bords de culture pour casser les racines des arbres qui pourraient venir faire concurrence. Si on casse les racines des arbres tous les ans, dès le début de la culture des arbres, on ne va pas casser de grosses racines. On ne peut pas faire ça sur des cultures de vieux arbres. Ça, on va le faire dès le début. Ça s'appelle du cerclage en agroforesterie. Eux, ils passent tout le long des lignes avec un outil qui va en profondeur, qui va casser les racines de surface, ce qui va permettre de ne pas avoir de concurrence racinaire, pas avoir de concurrence au niveau de la lumière. Et les arbres vont juste apporter de l'ombre, suffisamment peu pour que ça ne gêne pas les cultures de légumes, mais un petit peu quand même, apporter de la fraîcheur, et puis apporter de la biomasse quand on va les tailler de temps en temps, si on met des arbres à biomasse, ou on met des buissons à biomasse. Mais voilà, donc la concurrence, elle se gère, mais au début, il n'y en a pas, et à terme, ben, chacun a sa place. Et est-ce que par rapport au couvre-sol, est-ce qu'on accepte l'envahissement des menthes et des tanaisies? Ça C'est une dépend, qu'est-ce qu'on question. veut cultiver. Il y a toujours ce ça dépend. Vous le voyez, mon t-shirt là? C'est ma réponse préférée. Ça dépend. Si vous êtes sur une ligne, une haie fruitière, on va dire, dans laquelle vous voulez faire des pommes, des poires, des prunes, des pêches, des abricots, des cerises, vous voulez faire des cassis, des groseilles, des mûres, des goji, tout ce qui est plantes buissonnantes, et si vous voulez vous arrêter là, mettez des tanésies, mettez des consoudes, mettez tous les couvre-sols que vous voulez. Après, on peut éviter ces plantes-là et mettre des fraisiers, mettre d'autres types de plantes plus basses. J'avoue que toutes les plantes qui sont envahissantes, donc les consoudes et les tanésies, vont faire de la concurrence à toutes les plantes qui sont dans la même strate ou dans une strate inférieure. Mais si vous n'avez rien à cultiver dans cette strate ou dans les strates en dessous, mettez de la tanésie, c'est génial, ça fleurit, c'est bon pour la biodiversité, ça joue un rôle de couvre-sol qui va être très gagnant. On peut y mettre de la consoude du Caucase. Tiens, je ne sais pas si vous connaissez la consoude, c'est une consoude qui est traçante et qui va être vraiment très envahissante. Elle va monter à, allez, je dirais jusqu'à 80 cm de hauteur, quelque chose comme ça. Très, très, très envahissante. Donc, une fois que vous avez mis cette consoude du Caucase, vous ne pouvez plus rien faire dans les strates en dessous. Mais par contre, elle va jouer le rôle de couvre-sol idéal. Elle est parfaite pour la biodiversité et elle va surtout limiter le retour de l'enherbement. Et quand enherbement, on parle vraiment de graminées. La concurrence qu'il faut éviter au pied des arbres et des plantes ligneuses, c'est les graminées. Tout le reste, ça passe. Mais les graminées, il faut éviter. Donc le rôle de couvre-sol, c'est vraiment d'éviter ça. Par contre, si vous voulez faire des légumes au pied de vos arbres ou de vos buissons fruitiers, là, il faut éviter les plantes qui pourraient être envahissantes. D'accord. Et avant de conclure, je propose qu'on passe 5 minutes sur le sujet de la biodiversité. Est-ce que tu pourrais, par exemple, répondre à cette question? Donc, hem, par rapport aux galeries de mulots, impossible de planter, à cause des multiples galeries, racines, et cetera. Hmm. Est-ce que tu as une solution? Ouais. Alors ça, c'est un sujet assez particulier. Moi, perso, j'ai eu la chance de jamais vivre dans une zone vraiment déséquilibrée et envahie, parce que moi, toutes mes méthodes ne marchent pas dans certaines régions qui sont envahies par les mulots. Enfin, les mulots, les rats-aux-pieds, tout ce qui est voilà, rongeurs qui mangent vraiment des végétaux. J'en ai un peu chez moi, hein, mais c'est équilibré. Certaines régions sont tellement déséquilibrées que ça ne marche pas. C'est souvent des zones qui sont soit agricoles, soit urbanisées, soit quoi que ce soit qui empêche d'avoir une biodiversité suffisamment présente. Moi, chez moi, j'ai des rapaces, j'ai des renards, j'ai des choses qui mangent, qui équilibrent. Donc, il y en a toujours un peu, ça gêne de temps en temps, on fait attention quand on plante, on fait attention sur certaines cultures, mais à aucun moment, il y a pullulation au point qu'on ne peut plus rien cultiver. Donc, moi, je dirais, si vous voulez faire attention à ça, faites en sorte d'avoir des clôtures
autour de votre jardin qui soient légèrement perméables pour que les renards puissent passer. Mettez des perchoirs, parce que les rapaces diurnes, les rapaces de jour qui pourraient chasser un petit peu, si vous êtes souvent dans votre jardin, ils vont pas chasser à ce moment-là. Par contre, ce qui chasse beaucoup, c'est les chouettes, alors, tous les hiboux, non, le hibou petit duc, mais beaucoup de chouettes chassent la nuit. Mettez des perchoirs dans votre jardin sur des zones qui soient un peu dégagées, puisque les rapaces nocturnes chassent d'une certaine manière, hein, ils sont perchés sur leur perchoir, ils observent et dès qu'ils voient un truc, ils vont le choper. Donc mettez des perchoirs, permettez aux renards de venir, permettez à tout ce qui est petite faune sauvage et tout ce qui est carnassier, prédateur, permettez-leur de venir réguler et vous en aurez, mais vous n'aurez pas de pullulation. Et si vous avez une pullulation, ben souvent ça dépend d'un environnement qui n'est pas du tout propice à la biodiversité, mais là c'est un problème qui est plus global et que vous ne pourrez pas régler juste dans votre petit jardin. Donc là ça dépasse mes compétences à moi. Après on peut mettre des pièges, on peut mettre du poison, on peut mettre tout ce genre de trucs, hein. Mais là c'est voilà, c'est pas du tout ce que je vais conseiller moi et j'avoue qu'il y a certains endroits où c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible à cause de l'agriculture conventionnelle, à cause de l'urbanisation, à cause de plein d'autres choses qui font que la biodiversité n'est plus présente et qu'on en a besoin pour équilibrer les jardins et que sans ça, ça marche pas, sans les produits, sans les pièges, mais que pour moi, c'est pas la bonne méthode. Ça marche. On avait aussi du coup la question par rapport aux oiseaux qui s'attaquent aux abricots, aux fourmis qui s'attaquent aux carottes, aux salades. Voilà. Enfin, mais ça rejoint la même question. Ouais, parce que les oiseaux qui s'attaquent aux fruits et à pas mal de choses, ils s'attaquent aussi aux chenilles d'insectes, de papillons, de chenilles qui sont des ravageurs pour les légumes, ben, les oiseaux les mangent aussi. Alors moi j'avais la réponse de Gilbert Cardon, qui est le gars qui a créé le jardin des fraternités ouvrières en Belgique. Et une dame lui demandait, mais ça vous embête pas de voir tous ces fruits qui sont piqués un peu par les oiseaux? Et la réponse qu'il a donnée, c'est juste, ben non, mais il faut bien que je nourrisse mes ouvriers, parce que les oiseaux, ils bossent gratuitement pour moi, ils mangent mes chenilles, mais il faut bien que je les nourrisse un peu de temps en temps. Donc des fois, il faut accepter qu'ils en bouffent un peu, d'avoir des fruits qui sont un peu attaqués. Là où ça marche pas, c'est quand ils nous en laissent pas assez. Mais s'ils nous en laissent pas assez, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et pour moi, il faut plus travailler sur ce déséquilibre-là. Alors, j'avoue que pour certains, c'est une vision très bisounours, mais pour moi, un écosystème équilibré avec la biodiversité qui va consommer un petit peu nos fruits, mais de manière équilibrée, elle est possible. Si elle n'est pas possible, c'est juste que c'est pas eux qui en mangent trop, c'est l'humain prend trop de place par endroit. Mais voilà, c'est un autre sujet. Et je suis pas sûr d'avoir envie de parler de, de Voilà. démographie maintenant. Bon, on a débordé de 10 minutes, donc bon, on va conclure là-dessus. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste, donc c'est difficile de condenser en 1h30. Même 1h30, c'était pas assez. Mais on Ouais, fait régulièrement je vois le des chat. nouvelles conférences. On pourra te réinviter, en tout cas pour parler en plus en détail des aménagements, etc. Je vois dans le En tout chat cas, merci Vanessa qui dit beaucoup. 1h30, c'est pas suffisant, mais je vous l'avais dit hein, que ça suffisait pas 1h30. Il faudrait au moins 4 heures, mais je suis pas sûr de pouvoir les tenir. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, tout le monde c'était super intéressant. Merci. Enfin, voilà, Ben, avec Et plaisir, c'est chouette. si vous avez des questions Je suis supplémentaires, dans le vous pouvez temps. les envoyer soit à Rémi, soit à Jardino. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner du coup à la newsletter de Jardino pour avoir les informations concernant les prochaines conférences. Euh, et par rapport au replay, on vous le diffusera sur notre chaîne YouTube et aussi par mail. Donc, vous pourrez revoir les passages qui vous ont intéressé. Je peux juste répondre à une dernière question, s'il y en a qui ont des questions. Allez voir sur mon site, lejardindesmerveilles.net, vous allez avoir toutes les infos sur ben, où est-ce que je me trouve. On a une pépinière là qui est ouverte toutes les semaines, où vous pouvez venir si vous êtes dans la région d'Albi, Toulouse. Et puis ma chaîne YouTube, sur laquelle je présente, il y avait des questions par rapport au livre. J'ai récemment, là, j'ai fait une vidéo qui présente du coup mon dernier livre. Ah ben non, du coup, il est caché par le. Bon, voilà, qui présente mon dernier livre et dans lequel j'explique les différences avec le premier. Et voilà. Donc, toutes les questions que vous avez les réponses sur mon site ou sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et vous pouvez continuer à m'en poser des questions si vous en avez, j'y répondrai. Et du coup, tu as accès au chat. Donc, si jamais tu veux répondre aussi sur ton compte Instagram ou sur YouTube, tu peux aller voir les questions et t'inspirer. Ben, merci à Voilà, vous en alors tout cas merci pour beaucoup l'invitation. d'avoir C'était été présent. Merci Rémi. avec grand plaisir. Bonne soirée à tous. Et une prochaine. Oui. Merci Salut. beaucoup Rémi, bonne soirée à tous. Avec plaisir. Salut Marie, à bientôt.